Quel plaisir de voir ce bel amphi La Nouvelle Promo. J'ai le plaisir de faire l'introduction des 3 conférences qui vont constituer le parcours Sustainability de votre semaine de rentrée. Je m'appelle François Collin, je suis le directeur de la transition écologique de cette école. J'en suis moi-même diplômé, après avoir été longtemps directeur international. J'ai pris ces fonctions il y a quelques années sur la transition écologique, sur la sustainability. À mon tour, je voudrais, comme beaucoup l'ont fait avant moi, vous souhaiter la bienvenue à HEC. Je vous souhaite surtout d'arriver, de profiter de toute la richesse intellectuelle, académique, humaine, émotionnelle de cette école pour votre parcours, votre chemin de vie d'hommes et de femmes, au-delà de vos carrières. C'est facile de passer à côté et ceux qui en profitent, je peux vous l'assurer, en ont des ressources et des souvenirs pour toute leur vie. Alors, vous devez vous poser peut-être la question, pourquoi une direction de la transition écologique à HEC? Et puis d'ailleurs, pourquoi ce parcours de presque 2 semaines en introduction sur Purpose and Sustainability? Vous l'avez compris, vous le savez, c'est évidemment parce que c'est l'un des très grands enjeux de notre temps. Et c'est en particulier parce que nous savons que le business détient les clés de la plupart des solutions de ces grands enjeux planétaires, de ces grands sujets de transition. Et actuellement, c'est notre rôle à nous de vous y préparer. Alors, sans surprise, c'est devenu un axe clé de la mission de l'école, de la stratégie d'impact qui est portée par notre directeur général, Éloïc Perrache. Et notre stratégie est de décliner cette stratégie de transition sur les grands piliers que sont, la production de recherche et sa diffusion, donc ce qui est le think. 2, tout ce qui concerne l'enseignement, donc le teach. 3, c'est notre engagement dans la société, le act. Et puis 4, c'est le campus et sa transformation et sa propre transition écologique. Et vous le verrez un peu plus tard ce soir. Alors, l'Institut SNO, qui a monté ce séminaire d'introduction Purpose and Sustainability avec la Grande École, va continuer à nourrir votre scolarité avec un certain nombre de contenus, de programmes, de cours, d'électifs. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Et toujours avec ce parti pris que vous avez entendu ce matin, de se dire, nous aborderons toujours ces sujets en conjuguant les 3 dimensions qui sont étroitement liées. D'une part, les questions environnementales et écologiques, d'autre part, les questions sociales et d'économie inclusive, et enfin, les questions de sens du business, sens de l'entreprise, sens de la carrière. Donc c'est sur ce voyage que nous vous invitons donc à nous suivre. Et j'ai envie de vous dire, même si vous n'êtes pas venu pour ça, même si vous n'avez pas de sensibilité a priori sur ces questions, croyez-moi, elles vont vous rattraper et elles vont s'intéresser à vous. Et ce n'est pas demain, ce n'est pas dans 20 ans, ce n'est pas à l'horizon 2100, non, c'est aujourd'hui et maintenant. On peut dire avec absolument toute certitude que l'ensemble de vos carrières, l'ensemble de vos parcours professionnels vont, quelles que soient les directions que vous allez prendre, être finalement impactés par cette question des solutions apportées aux grands enjeux planétaires, et que vous allez vivre d'ailleurs cette expérience qui est extraordinairement passionnante et excitante d'être dans ce travail d'innovation, d'invention, de réinvention. C'est votre génération, c'est la mienne, c'est la nôtre, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, et ça se passe là maintenant dans les entreprises. Et on s'aperçoit qu'il y a des fois un décalage entre la perception des étudiants de ce qui est devenu le marché, et puis finalement le cheminement des entreprises sur ces questions. Donc je vous l'ai dit, notre rôle c'est de vous y préparer. Et donc ce séminaire de rentrée, voilà, c'est le kick-off. Et sur cette ligne, donc à la fois des enjeux du climat et des enjeux sociaux, ces conférences de rentrée ici sont un temps très fort entre aujourd'hui et vendredi,
pour réinstaller une parole scientifique, un discours factuel, bien dans le dialogue qu'on va avoir avec des experts d'exception, arriver à mesurer la nature du challenge pour l'activité économique, pour le business et bien sûr pour vos carrières. Alors, il y a eu un temps dans l'été qui était un temps qu'on avait décidé de rendre optionnel, qui sont la mise à disposition des vidéos de AXA Climate sur ces 4 thématiques que l'on continue à dérouler, qui sont 1, le climat, 2, la biodiversité, 3, les ressources naturelles, 4, l'impact sur les sociétés humaines. D'ailleurs, par curiosité, allez, juste comme ça, c'est optionnel, donc ça ne vous engage rien. Combien ont visionné les vidéos AXA Climate cet été? Voilà, ça me permet de me rendre compte. On ne check pas, mais c'est OK, merci. Alors, un mot là-dessus. D'abord, elles continuent à être disponibles hein, sur la plateforme, sur le Blackboard du séminaire de Chamonix. Vous pouvez penser que ces sujets sont connus parce que vous les entendez énormément dans les médias, on en parle, ça a été couvert dans vos parcours, dans les lycées. Ces vidéos sont extrêmement bien faites. On peut penser que l'approche, parce qu'elle a été extrêmement synthétique et simpliste, elle ne l'est pas. Il y a les informations essentielles. Je vous invite à y revenir parce que peut-être ces conférences, les cours qui vont suivre, vont vous donner envie de revenir à la compréhension des fondamentaux. Et ce sont bien les fondamentaux scientifiques dont on parle ici. Alors, tout ça pour vous conduire où? Tout ça pour vous conduire lundi ou mardi, selon les groupes, dans un cours obligatoire sur l'ensemble de la scolarité de L3, qui est le cours sur les enjeux planétaires. Et là, ça ne sera pas un cours scientifique sur les questions que j'évoquais, c'est un cours justement business qui va vous inviter à vous questionner, donc avec nous et nos intervenants, sur les questions des modèles économiques et de leur évolution au niveau macro, et un niveau plus micro sur les stratégies d'adaptation des entreprises, les stratégies d'innovation, et finalement vous donner le cadre de réflexion au début de votre scolarité, et avant d'aborder après toutes les spécialisations, toutes les disciplines, vous donner les éléments de lecture pour ensuite aborder dans chacun des programmes le déploiement de ces questions finalement de réinvention de pratiques managériales et des modèles économiques. Donc on est dans ce temps actuellement de partage, encore une fois, de la compréhension d'un sujet avec des experts de tout premier plan, qui sont de renommée internationale et qui nous font l'honneur de venir sur le campus et de passer du temps avec nous. Aujourd'hui, Gilles Boeuf sur la biodiversité. Demain, Philippe Biwix sur les questions de ressources naturelles et de minerais. Et vendredi, ce sera François Gémen du GIEC sur l'impact du changement climatique sur les sociétés humaines et les questions de migration. Je tiens vraiment à remercier Gilles très sincèrement d'être fidèle, puisque c'est son 3e intervention sur le campus, parce que je sais que son temps est très précieux et cette intervention en live, je crois qu'elle a beaucoup de valeur. Vos prédécesseurs ont dû la vivre en Zoom. Je peux vous assurer qu'on a beaucoup de chance de le vivre en réel aujourd'hui. Donc, merci beaucoup Gilles. Alors, c'est un étudiant qui va dans un moment présenter la biographie de Gilles Boeuf, un étudiant d'ESPER, qui est donc l'association écologique des étudiants de la Grande École, avec laquelle je travaille très, très étroitement. La présidente viendra en fin de séance vous dire un mot et vous proposer une suite du programme après cette conférence, qui est essentielle. Je peux qu'insister sur l'importance pour ceux d'entre vous qui veulent un engagement au sein de cette école sur les sujets de transition écologique et sociale à se rapprocher de cette association. Et c'est un dialogue permanent avec l'école dans lequel nous développons et nous co-construisons des projets. Alors la forme que prendra cette séance aujourd'hui, c'est une séance de questions-réponses, un interview, qui va être conduite par Adam Melki. Adam, je voudrais aussi remercier d'être parmi nous aujourd'hui et d'être là et que je vais présenter. Adam est aussi un diplômé de l'école, un diplômé du double diplôme HEC Sciences Po.
Lorsqu'il était sur les bancs de l'école, il n'y a pas si longtemps, c'était un des plus engagés de l'association Esper et qui a porté beaucoup de projets, beaucoup de revendications avec l'école, qui a porté la fameuse lettre ouverte pour un digne engagé, à l'heure où nous avons changé de direction générale. Adam travaille aujourd'hui comme consultant biodiversité pour le cabinet Quantis. Et parmi ses nombreux engagements dans la société, je peux citer la création l'année dernière de HEC Transition au sein de l'association des alumni, dont Adam est coprésident, qui est une instance qui travaille beaucoup avec l'école sur ce sujet d'engagement de la communauté HEC sur ce chemin de la transition et de la propre transformation de l'école elle-même. Adam est aussi l'un des co-auteurs du livre blanc de la biodiversité qui a été réalisé par l'association HEC Alumni pour le compte de la délégation française à la COP 15 de la biodiversité, pour justement présenter le rôle, la responsabilité, la perspective des grandes boîtes et du business sur ces questions essentielles, avant les négociations internationales qui s'annoncent. Adam a aussi monté un électif sur la biodiversité pour les étudiants de M1 et pour les L3, avec un certain nombre d'autres jeunes diplômés de l'école qui travaillent sur ces sujets, ce qu'on appelle une académie, c'est-à-dire une sorte de séminaire optionnel de spécialisation de 3 semaines au mois de janvier. Vous aurez le choix d'un certain nombre d'académies à suivre dans votre parcours et je ne peux que vous encourager à profiter du temps qui vous est donné dans cette école sur ce sujet qui est rarement couvert par les business schools, les écoles de commerce. Le climat, l'énergie, le CO2, tout le monde a compris. La biodiversité est un sujet sur lequel aujourd'hui beaucoup d'interrogations sont portées avec beaucoup d'incompréhension, en particulier sur les liens avec justement l'activité économique et le business. Voilà, encore merci à nos intervenants. Et donc tout de suite Mathieu Fantino pour vous présenter Gilles Boeuf. À tous, un très beau parcours Sustainability. À bientôt, à demain. Vous m'entendez? Un étudiant qui, lors d'un cours à la Sorbonne, se présenta climato-sceptique, j'eus pour réponse celle d'être, de mon côté, un amoureux. Par ces mots, Gilles Boeuf, vous montrez à quel point la question de la préservation du vivant n'est pas qu'un enjeu scientifique et technique. Évidemment, la science est centrale et cruciale. Nous avons besoin des scientifiques. Dans un rapport publié le 8 juillet dernier, l'IPBES, le GIEC de la biodiversité, montre que l'humanité dépend de 50 000 espèces sauvages pour sa survie. La science nous dit que, sans le vivant, nous n'existons plus. Vous êtes vous-même, entre autres, docteur en sciences naturelles, ancien président du Muséum d'histoire naturelle, ancien conseiller scientifique auprès de Ségolène Royal pendant la COP21, ancien président du conseil scientifique de l'Office français pour la biodiversité, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, à Sorbonne Université, à Sciences Po et au Collège de France. Mais la science ne fait pas tout. La crise écologique est une crise des vivants, mais aussi et surtout une crise de notre relation aux vivants, une crise de la sensibilité. Comment peut-on espérer s'approprier l'enjeu de la biodiversité sans s'extraire de sa seule dimension théorique et cognitive, sans s'émerveiller? Gilles Boeuf, ce serait un euphémisme de dire que cette capacité à vous émerveiller, vous l'avez. Vous l'incarnez même. Je pense à ce poulpe si intelligent qui vous fascine tant et qui devrait tous nous fasciner. Je pense à ce rat taupes-nu, cet être que vous trouvez tellement laid avant de rappeler son extraordinaire capacité à ne pas vieillir et à ne pas développer de cancer. Le vivant doit être une source d'émerveillement, mais il doit aussi être une source d'inspiration pour l'innovation. C'est l'occasion de rappeler que vous présidez le CEBIOS, le Centre d'études et d'expertise sur le biomimétisme, dont vous serez sûrement amené à nous reparler au cours de cette conférence. Toujours est-il que cette alchimie sensorielle, ce rapport incarné et sensible aux autres espèces, nous les perdons. Mais tout n'est pas perdu pour autant. De l'espoir, vous en avez, beaucoup. Vous vous présentez comme, je cite, un incorrigible optimiste, un gros naïf. Alors, que faire? D'abord, la vision purement économique et utilitariste de la nature,
terminé, basta, on arrête, comme vous dites. C'est d'ailleurs aussi la conclusion d'un autre rapport de l'IPBES datant du 11 juillet. Ensuite, face à cet appauvrissement de ce que nous sommes capables de sentir, de percevoir, et face à cette myopie du désastre, peut-être la clé réside-t-elle dans une forme de candeur, presque enfantine, face à cette biodiversité qui n'aurait jamais dû devenir banale. Sur ce, je vous laisse avec Adam et Gilles Boeuf et vous souhaite une excellente conférence. Merci Mathieu, merci François, et bonjour Gilles Boeuf. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir d'être avec vous d'abord, parce qu'on est avec vous, mais aussi parce que moi j'étais à votre place il y a 5-6 ans, et donc c'est il n'y a pas si longtemps, et j'avais quasiment, je crois, jamais entendu parler de changement climatique, et encore moins de biodiversité dans mes cours à HEC. Et donc par là j'aimerais souligner 2-3 choses. D'abord, le chemin fait par HEC, qui est loin d'être terminé, mais qui est quand même bien engagé, donc merci François de mener ça. Et également la chance que vous avez, et l'opportunité aussi professionnelle que vous avez d'avoir ce type de cours. Je dis ça parce que moi, je suis dans la transition écologique, dans mon métier, et je vois le manque de personnes confirmées avec vraiment des skills liés à la transition écologique. Il y a un vrai manque de compétences et il y a une vraie recherche. Et donc, c'est aussi pour votre carrière, si vous êtes carriériste, une vraie opportunité d'avoir ces cours-là. Et donc d'intégrer un marché du travail qui est assez bouché. Aujourd'hui, on va faire environ 1 heure de discussion, un peu plus. On a 2 parties. Une partie qui va durer à peu près une trentaine de minutes sur, en gros, à quel point il y a une urgence. Vous le savez, vous ne serez pas surpris. Mais avoir la précision sur cette urgence de quelqu'un qui a les compétences de Gilles Boeuf, ce sera le principal intérêt de cette première partie. Et la deuxième partie sera plutôt sur les solutions ou plutôt sur les problématiques économiques, géopolitiques qui peuvent se poser pour répondre à ces enjeux. Donc sans plus attendre, la première question, Gilles Boeuf. Qu'est-ce que la biodiversité et pourquoi dit-on qu'elle s'effondre ? Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Je suis venu de Bordeaux tout à l'heure. Pratiquement jour pour jour, il y a 3 ans, même date, je faisais ma conférence inaugurale à Sciences Po à Paris. C'est la première fois que j'intervenais dans d'autres endroits, parce que moi je suis professeur en fac de médecine, dans les écoles vétérinaires, en écologie, en biologie, à Jussieu, et dans les stations marines. Moi je suis issu du milieu océanographique. Et ça m'avait bouleversé, d'abord qu'on m'invite, et surtout c'était la grande conférence inaugurale, hein, j'avais absolument tout le monde, et qu'on lance ceci. Et l'intérêt a rebondi quand j'ai reçu l'an dernier, c'est ma 4e intervention, parce que j'avais fait en 2 fois les premières années l'an dernier à HEC. Je m'étais dit, tiens, alors au départ, moi je suis un enseignant classique, je suis farouchement un scientifique, depuis tout petit, à 8 ans, je savais que je serais chercheur. J'ai rêvé de travailler sur les venins de serpents, j'ai passé 18 ans sur les migrations des saumons, ça fait rien, hein, on reste dans le vivant et dans la biologie. Et donc, enseignant, c'était normal, c'est mon travail depuis toujours, mais là, les écoles d'ingénieurs... les centrales Supélec, j'y serai la semaine prochaine. L'école des mines, encore cette année, donc je vais recommencer. AgroParisTech, hein, je suis également professeur. Mais c'est vrai qu'en dehors de ces sciences générales liées au vivant, je n'avais jamais été invité. Donc, et je me disais, HEC, ça fait quand même rêver quand on pense effectivement à ce que vous êtes, à ce que vous faites. Ben voilà, c'est la 4e intervention. Et je pense qu'on pourra continuer un bout de chemin en route parce que je pense que maintenant, vous êtes tous aussi convaincus que ces questions-là, elles ne sont pas secondaires. Moi, ça fait 20 ans que je prêche un peu partout. Et on me disait, bah, c'est bien d'inviter Gilles Boeuf, il est sympa, il raconte des histoires, ça nous plaît bien, on passe un bon moment. Mais on verra ça demain. Et là, je reviens. Merci Mathieu pour les mots que tu as prononcés tout à l'heure. Basta. Non, non. Et même, j'irai même plus loin que ce que tu as dit. François, c'est hier. Hein. Ça veut dire qu'il fallait commencer hier et puis avant-hier, en fait, pour traiter ces questions-là. Vous allez voir qu'on ne peut plus aujourd'hui imaginer quoi que ce soit en matière de développement humain sans tenir compte des questions environnementales. Et on va voir qu'il y a 2 grands aspects aujourd'hui clairs. Hein. Je dirais l'accélération du changement climatique et l'effondrement du vivant. Hein, tout est lié à ça. Et les interactions économie-écologie sont partout. Et vous allez voir aussi que mon discours, il est surtout pas... Il doit être mesuré, parce que je ne suis pas là pour vous coller la trouille.
hein, ni vous rendre hyper anxieux. Je dois vous dire des choses qui sont la réalité. Vous partez avec un handicap par rapport à nos générations, ça c'est sûr. Hein. Là, je vais vous raconter l'été 2022, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'était comme ça. J'étais dans les incendies à Bordeaux, 26 000 hectares partis en 2 semaines autour d'Arcachon. Les monts d'Arrée en Finistère, jamais vu d'incendie. 1700 hectares partis en fumée. On est à 60 000 hectares en ce moment en France sur l'été 2022. Ce n'est pas en surface les plus grands incendies. On a des moyens de plus en plus importants pour les stopper aujourd'hui, n'empêche que. Et une réflexion d'un pompier qui me disait il y a 3 semaines, près d'Arcachon, eh bien le feu, en fait, il s'est arrêté, non pas parce qu'on l'a éteint, mais parce qu'il y avait l'océan d'un côté qui l'a arrêté, et puis il n'y avait plus rien à brûler. Donc vous voyez que ces questions-là ne sont pas du tout secondaires sur le plan, effectivement, économique. La forêt landaise, c'est quand même, 9 milliards d'économies par an dans la région Nouvelle-Aquitaine. C'est plus que la vigne. La vigne, c'est 3,5 milliards. Donc, ce n'est pas des choses secondaires. Hein. Je travaille avec des grandes entreprises aussi. Moët Hennessy me disait on a perdu 200 hectares de vignes en Californie il y a 2 ans, 200 hectares en Australie, à cause de ces méga fires qu'on vit aujourd'hui, parce qu'ils se produisent, parce qu'il fait 50 degrés dans l'air. La semaine dernière encore, à 3h du matin, il faisait 33 degrés à Bordeaux. On a eu 42 degrés le 18 juillet 2022 à Bordeaux. Donc tout ça, il faut le prendre en considération. Ce n'est pas le fait du hasard, il s'est passé des choses. Alors ça fait 20 ans qu'on le dit, qu'on le crie partout, bien sûr, hein. Mais moi-même, je suis très surpris. Ça veut dire que je vous aurais dit il y a 15 ans, même il y a 10 ans, voilà, ça va se passer en 2035. On est en 2022. Donc c'est vrai que l'accélération de tout ça est très préoccupante. On verra pourquoi ça se produit tout à l'heure. Alors sur le vivant, évidemment, on sort du colloque de l'UICN parce que tu y étais aussi en septembre dernier. l'UICN, c'est c'est l'Union internationale pour la protection de la nature à Marseille. Et la conclusion, c'était finalement, en 20 ans, on a parlé 8 fois plus du climat que du vivant. Alors si le mot biodiversité vous ennuie, pas de problème, biodiversity, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants, y compris bien sûr les bactéries, hein. Les bactéries, les protistes, je vais vous les montrer, les champignons, les plantes et les animaux ont établi entre eux avec leur environnement. C'est ça la biodiversité. Un tissu incroyable. C'est comme un pullover que vous auriez. Je vous enlève, je vous fais un petit trou à un moment et je tire un fil. Je tire mon fil. Au début, on ne voit pas grand-chose. Hein. Puis à un moment, vous êtes tout nu. Ça s'est passé quand? Quand est-ce que ça a été inquiétant, le système? C'est ce qui se produit aujourd'hui. Pour ça, j'évite le mot extinction. On pourra parler des crises d'extinction, parce que nous, au muséum, on a beaucoup travaillé là-dessus. Ce qui se produit en ce moment, c'est un effondrement du nombre de tous les individus dans les populations sauvages de la planète, quelles que soient les espèces. Et ça, on le vit farouchement. Il faut de très mauvais espoirs pour dire que l'homme n'y est pour rien, je vais vous le démontrer. Dans la vélocité des changements. Quand un phénomène naturel se produit, il marche par oscillation. Du climat ou du vivant, ça marche par des courbes comme ça. Là, non, il n'y a plus d'oscillation. Hein. Je vais vous montrer pourquoi en ce moment on a si chaud. C'est super intéressant, ce dôme de chaleur sur Vancouver, il y a exactement 1 an, au Canada, des villes qui ont 15 degrés l'été, il faisait 52 degrés. Hein. Moi, j'ai vécu une fois 50 degrés au Caire, c'est insupportable. On a eu ça au Pakistan il y a quelques semaines. Et là, vous avez vu, hein, l'océan est devenu un océan. Donc c'est ces phénomènes extrêmes-là qu'il faut qu'on regarde. Pas encore une fois pour nous venir complètement effrayés par ce qu'il peut se passer, ce qui va se passer. La pire des actions, ça serait l'inaction. Et il n'y aura pas d'action sans le monde de l'entreprise, ça c'est clair. Hein. Je marche avec un monde à 4 piliers. La science, bien sûr, pas les opinions. La Covid est une catastrophe en communication scientifique. Hein. Je pourrais vous en parler, parce qu'on a dit tout et n'importe quoi. Même de la part de scientifiques qui sont pris au jeu, qui sont devenus en fait des guignols, mais pas des scientifiques. La science n'est pas une opinion. Donc ça veut dire que ça, revenir à de la science. La science, pas pour diriger le monde, pour éclairer les décisions politiques. La politique, laquelle, hein, on peut en discuter. Là, je vais être très clair aussi, l'écologie n'est pas l'apanage des seuls écologistes. Hein. C'est une discipline scientifique dont tout le monde doit s'emparer, chacun à son niveau. Le troisième volet, eh bien, ce sont les ONG, vous, moi, hein, on va s'associer tous les deux pour faire une association, on va se battre hein, pour défendre un bout de forêt, un bout d'océan, et puis bien sûr l'entreprise. Il faut absolument l'action de ces 4 volontés-là pour qu'on puisse avancer. Donc c'est ça la biodiversité. Je vous ai mis 2 écosystèmes ici les plus riches au monde en espèces. En bas, la forêt tropicale humide, la Guyane, 40 000 espèces au kilomètre carré. Elle part à la vitesse de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. À la fin de ce siècle, si on n'arrête pas cela, il n'y en aura plus. Et l'équivalent marin, c'est le récif corallien.
La moitié du récif a disparu en 50 ans. Le récif, c'est 4 à 5 000 espèces au kilomètre carré, beaucoup moins d'espèces en mer que sur Terre. Et c'est la vie de 2 millions de personnes. Le corail, c'est 1% de la surface de l'océan. C'est plus du tiers de toutes les espèces connues dans l'océan. Voilà. Et aujourd'hui, on fait des villes, Shanghai, on parle de la Chine. Hein, voilà. Donc vous imaginez bien que l'humain intervient profondément sur cet effondrement du vivant. On ne mange que du vivant. Et on va le voir, on ne coopère qu'avec du vivant. Le petit Covid est là pour nous le rappeler génialement. 15 gènes. 15 gènes. On a 29 000 tous ici. Là. Et il a foutu une sacrée merde. Hein, si je parle encore un français classique, dans quelle situation on se trouve? Il part effectivement dans une situation où ce qui s'est produit n'aurait pas dû se produire, bien généré par les activités humaines, et surtout on l'a dispersé à une vélocité effrayante. Voilà comment l'humain aujourd'hui ne fait pas suffisamment attention. Et donc, vous avez voulu ne pas parler d'extinction, et notamment d'extinction de masse. Quels sont les grands dangers qu'on pourrait imputer directement à la biodiversité? Parce qu'encore, le climat, on voit très bien les méga feux de forêt, on voit très bien la sécheresse, les inondations. Quels sont les équivalents pour l'extinction de biodiversité? Alors en fait, il y a 5 raisons majeures. La première, elle est simple, hein, vous le comprenez. Je détruis la forêt. Je fais une ville. Hein, j'artificialise les sols. Hein, vous savez qu'en ce moment, à la nouvelle loi française, c'est 0 artificialisation nette en 2050. On ne pourra construire que sur du déjà construit. Hein. Si jamais vous voulez construire sur un terrain où il y a peu quelque chose, il faut compenser par ailleurs. Donc c'est vrai que la destruction pure et simple du littoral, par exemple, de l'océan, allez vous promener en Croatie, en Espagne, sur la côte d'Azur, vous verrez un peu ce qu'on a fait. Hein. Ensuite, la contamination des milieux. L'homme, en fait, partout dissémine des produits extrêmement dangereux, des perturbateurs endocriniens. Hein, aujourd'hui, on a un petit peu qui s'appelle l'épinoche. Et le mâle, pour plaire à sa copine, doit faire un magnifique nid. Il ne sait plus faire de nid aujourd'hui. Parce que nos rivières sont remplies d'hormones femelles, de femmes, hein, qui ont fait qu'il ne sait plus s'il est un garçon ou pas, il ne sait pas faire des nids. Donc la fille n'en veut plus. Il n'y aura plus d'épinoches. On a plein d'exemples comme ça, vous allez voir en permanence. Hein. Donc contamination, pollution, métaux lourds, plastique, destruction des écosystèmes, la dissémination de tout partout. On transporte tout partout. Le lapin en Australie, vous avez vu les problèmes un petit peu partout. Hein. Les fameuses plantes invasives, hein, aujourd'hui, sur les îles, c'est une catastrophe. Donc, dissémination, destruction. Le quatrième cas, c'est la surexploitation, les pêches maritimes. La forêt. On estime qu'en France, en ce moment, on enlève 4 fois plus d'arbres que ce que peut régénérer le système si l'humain s'y met pas massivement. Je vous parlais des rendements financiers tout à l'heure, c'est quelque chose d'important, la forêt en France. Et le dernier aspect, c'est le climat qui change trop vite. Hein. Le vivant sait. Heureusement que le climat a toujours changé, sinon on aurait une espèce marine, une espèce continentale. Mais il change beaucoup trop vite aujourd'hui. Hein. On passe de millions d'années, de centaines de milliers d'années, à quelques années. Là, la mer, elle remonte 6 fois plus vite qu'il y a 20 ans. On n'avait jamais vu ça à cette vélocité-là. Donc voilà les raisons de cet effondrement du vivant. Et donc les grands dangers sur l'humanité? Sur l'humanité, c'est clair, c'est que si on ne fait pas attention, vous savez, regardez le cas du Covid typique. Qu'est-ce qu'il a tué, le Covid-19? Pas n'importe qui. Il a tué des vieux, des gros, des hypertendus, des diabétiques et des gens qui ne faisaient pas de sport. Beaucoup plus d'hommes que de femmes, d'ailleurs. C'est intéressant. Et la raison, c'est parce que déjà, il y avait un désordre relationnel entre ce qu'on appelle le microbiote, nos bactéries qu'on a dans la bouche, sur la peau, dans notre intestin, et nos cellules humaines. Vous savez, aujourd'hui, je vous montrerai une image tout à l'heure de le moment magique chez un bébé à la naissance. Quand vous assistez, c'est tellement incroyablement beau et magique, émerveillant. Ce bébé, il va s'ensemencer des bactéries de l'utérus de sa maman. Quand ça ne marche pas, c'est désastreux pour la vie future de l'individu qui va en sortir par la suite. Et c'est les 1000 premiers jours de Boris Cyrulnik. Donc ça veut dire qu'en dehors de l'aspect qu'on ne mange que du vivant, on ne coopère qu'avec du vivant. Regardez, en France, il n'y aurait aucun Français sans ces coopérations. Les protistes, hein, qui connaît les protistes? Les levures. Sans levure, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de français. Donc vous voyez que ce n'est pas des questions très secondaires. Hein. On est totalement ancré dedans, tu vois. Et ça, c'est très important d'y réfléchir en permanence. Le climat est clairement la star de l'environnement. J'ai une question sur les liens entre biodiversité et climat. Ils sont souvent passés sous silence. Oui,
comment est-ce que vous les formulez? Et en France notamment, on n'a pas de forêt primaire, on n'a pas de forêt amazonienne. En Guyane, si, en Guyane, on en a. En Guyane, c'est vrai. En Guyane. Désolé pour les Guyanais. Non, mais c'est pas les oublier, les territoires. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on n'a pas de forêt congolaise, en tout cas. Plus maintenant. En France, du coup, quel rôle peut jouer la biodiversité vis-à-vis du climat pour respecter nos objectifs à nous? Alors, le climat, c'est simple. Le climat a toujours eu un rôle fondamental sur le vivant. D'abord, il faut bien voir que la Terre se forme. Maintenant, on a les chiffres assez précis, on a plein de méthodes. Les terrains les plus anciens sur la Terre qui ont du carbone d'origine organique, c'est 4,6 milliards d'années. La Terre a 4, on a plein de mesures, on les refait régulièrement dans différents pays du monde, 4-6 milliards d'années. Et la vie, 4. Donc pendant 600 millions d'années, il n'y a pas eu de vie sur la Terre. Il y avait une nature, hein. Il y avait du vent, il y avait des marées, il y avait un océan qui s'est formé, bien évidemment. Il y avait des falaises. Et puis le vivant apparaît sous forme de cellules. Je vous les ai mis ici en haut là, ce sont des bactéries toutes simples, vous voyez. Hein. Une bactérie, c'est une membrane. Et c'est là qu'il faut revenir à ce qu'on est, nous. Si aujourd'hui, à mon avis, et pour ça c'est très important de dire ça à HEC, pourquoi notre économie est en faillite dans beaucoup d'endroits? On a oublié d'où on venait. Chaque humain, le plus génial, le plus beau, le plus malin, le plus tout ce que vous voulez, il est fait d'eau liquide, de cellules et de sel. Regardez, je vous montre ici un estuaire. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Ici, voilà. Là, vous avez un estuaire en bas. Donc cette eau, elle n'est ni salée ni douce. Elle est entre les deux. Je veux l'étudier. Vous savez, le reflet que j'ai? Notre sang, en ce moment, à tous. Là, on peut faire une prise de sang tous. Vous allez regarder avec tendresse votre prochaine prise de sang. Vous allez voir, 142 millimoles de sodium, tiens. 4 millimoles de potassium, 3. 105 millimoles de chlorure, c'est quoi ça? C'est l'océan. Ça veut dire que le sang humain, le cerveau humain raconte l'histoire de la sortie de l'océan, en fait. Notre ADN, si on regarde les séquences en ADN en système codant, on a un bon tiers d'ADN le même qu'une microalgue du plancton. Les 2 tiers avec une banane, avec une mouche, avec la vigne. Je dis ça à mes copains vignerons. Hein. On vient du même système. Les mêmes gènes, eau, liquide. Il n'y a aucun être vivant qui ne soit pas fait d'eau liquide. Donc pour revenir à ta question, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Qu'est-ce que nous sommes? Et là, pour revenir à ce que tu disais à l'instant, donc le vivant, c'est des bactéries, des protistes, des champignons, des plantes et des animaux. Alors le climat a toujours eu un rôle important parce que l'aspect, je vous ai dit, l'eau liquide. Il n'y a pas de vie. On peut garder les êtres vivants en dehors de l'eau liquide, mais ils ne sont pas en activité. Au-delà de 100 degrés, l'eau, c'est de la physique de base. Hein. Quand la vie apparaît, elle doit tenir compte des lois de l'univers. N'oubliez jamais une chose, c'est que les lois de la physique qu'on a aujourd'hui étaient les mêmes depuis les débuts du système. Elles n'ont pas changé. L'eau se prend en masse. Clairement, à 0 degré, c'est la glace. D'ailleurs, c'est la définition de la glace, c'est quand l'eau se prend en masse, elle s'évapore à 100 degrés. Et la vie est entre les deux. On a eu des cas incroyables de bactéries hydrothermales dans des sources. On avait travaillé là-dessus quand j'étais à Brest à l'époque. On a des bactéries qui peuvent vivre à 140, 150 degrés. Mais l'eau est liquide encore parce que la pression est gigantesque liée à la lame d'eau qui est au-dessus de la tête de ces bactéries, bien sûr. Hein. Il y a des êtres vivants qui peuvent... On a des grosses, des étoiles de mer qui peuvent venir 60. Prenez pas un bain à 60 degrés ce soir. Hein. J'aurai une responsabilité demain. Hein. Le vivant est capable de faire ça. Les petits tardigrades, il y en a un en bas là, il y a un tardigrade en bas. Il peut supporter d'être congelé dans de l'hélium liquide. Ça veut dire qu'on est à 4 degrés Kelvin, moins 260 degrés Celsius. Ah, il n'aime pas ça, hein. Il perd sa tête, il perd ses pattes, mais il survit. Et lorsque je retire du système, il refait une tête et des pattes, et s'il a une copine tardigrade, ils me font des bébés tardigrades. Vous voyez que l'émerveillement, il est vraiment partout. Hein. Le vivant est incroyablement capable, dans des limites. Donc l'eau liquide, c'est la base. Et quand on cherche du vivant quelque part, il faut de l'eau liquide. Et voilà pourquoi le climat et donc la température ont ce rôle aussi important. Mais n'oubliez jamais une chose pour l'humain aussi, c'est que ces vagues de chaleur sont très délétères pour l'humain. Hein. Nos limites à nous tous ici sont beaucoup plus proches, la létalité, la mort par la température, vers le haut que vers le bas. L'humain peut très bien résister à des températures très basses, très mal à des températures très hautes. Rappelez-vous, à Paris, 2003, première vague de chaleur, un peu plus forte que celle-ci. Pas en absolu, mais en durée. Eh bien, 18 000 morts à Paris. Là, on a eu 1000 morts par épisode. On est mieux près maintenant. Hein. Dans les hôpitaux, les vieilles personnes savent qu'ils font boire avant d'avoir soif.
voyez que le dégât est évident. Donc, les relations vivant-climat, c'est que le climat a toujours joué un rôle sur la distribution du vivant. Il y a ceux qui aiment le chaud, ceux qui aiment le froid. Et on assiste aujourd'hui, pour répondre à ta question, à une migration vers le nord du vivant dans l'hémisphère nord et une migration vers le sud dans l'hémisphère sud, pour s'adapter à des températures plus normales par rapport à ce que vivent ces espèces. Et dans l'océan, on migre beaucoup plus vite. En ce moment, nos poissons à la plaine bretonne, ils font 25 km par an vers le nord. Le plancton, 47. Sur Terre, c'est à peu près 6 à 10 km. Chaque année. C'est plus facile à faire pour un papillon qui vole ou un oiseau que pour un petit nématode du sol qui lui fait quelques millimètres. Hein. Donc les climats vivants, gardez l'eau liquide, donc c'est dans des phases de climat spécial, et puis ensuite, bien sûr, aussi, c'est préférendum, ceux qui aiment le chaud, ceux qui aiment le froid. Donc le climat a toujours eu un rôle important sur les vivants. Mais il y a aujourd'hui des cas aujourd'hui où le vivant s'effondre sans que ce soit des causes climatiques, bien sûr. Et inversement, pour pas que parler des choses négatives, la biodiversité, souvent, elle est considérée comme une solution. On parle de solutions fondées sur la nature. Oui. Quel est le rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique de ces solutions fondées sur la nature? Alors, justement, juste avant de te répondre, je vous repasse une image d'écosystème. Un écosystème, c'est une construction vivante. Hein, vous les connaissez, le corail, la forêt. Et ce qu'on oublie, c'est celui-là. C'est quoi ça? L'intestin d'un bébé humain à la naissance. Vous avez l'utérus de la maman en bas avec ses bactéries. Et vous voyez que quand le bébé naît, il est quasi axénique, il n'y a pas de bactéries. Il est protégé par l'amnios, c'est le placenta de la maman. Et ces bactéries à la naissance vont se précipiter, non pas pour contaminer, mais ensemencer ce bébé. Donc ça n'est pas de la même démarche. Hein. Donc il est évident que le climat changeant, tout ceci va être modifié. Je parlais tout à l'heure de mes comportements de parade sexuelle, par exemple, pour séduire son partenaire, mais aussi dans les migrations. On a des cas aujourd'hui chez les petites mésanges à Montpellier. Hein, les petites chenilles qu'elles mangent, elles sont déjà rendues 30 km plus loin, ou elles ne sont pas encore arrivées. Et là, c'est la catastrophe, bien sûr, parce qu'il n'y a plus l'harmonie qu'il y avait avant entre le prédateur et sa proie. On a plein d'exemples comme ça à l'heure actuelle. Donc, pour revenir aux interactions climat-vivant, comment est-ce qu'on peut se tirer ou utiliser le vivant pour combattre le changement climatique? Déjà, en adaptant nos techniques de culture ou d'élevage avec des espèces mieux adaptées. Que l'humain, vous regardez, on connaît combien d'espèces vivantes? J'aurais dû commencer par vous dire ça, c'était mon boulot au muséum. En gros, on connaît 2,4 millions d'espèces aujourd'hui décrites, déposées dans les musées. 2,4 millions. Il y en a combien en vrai? 20 millions. Donc il nous en manque une grande partie. Donc, et on mange combien de plantes? 500 plantes. On mange combien d'animaux terrestres? Même pas 10. On mange tous la même chose. De la vache, du cochon, du poulet, de la pintade... plus d'animaux marins, mais en animaux terrestres, très très peu. On mange les mêmes partout. En Inde, on mange les mêmes poulets. Alors, c'est les Indiens qui ont donné les poulets à la terre. Hein. La poule vient d'Inde. C'est pareil partout. Donc, on a restreint tout ceci pour faire de l'élevage plus facile. On a fait de la sélection. Et même des fois, des propos qui me choquent chez les agronomes. Amélioration des plantes. Améliorer pourquoi? Pourquoi le vivant ne l'avait pas fait tout seul au départ? Amélioration de la technique à nous. Hein. Et ça que écologie et économie se retrouvent. Et c'est là qu'à mon avis, les économistes font une très très grave erreur. Ils veulent adapter les principes écologiques à leur économie. Ça ne marche pas. L'écologie, elle est là, on a dit, depuis 4000 millions d'années. Adaptons notre économie aux principes écologiques, et là, vous verrez que ça marchera. Hein. Donc, tirer parti du vivant pour nous adapter au changement climatique, oui, nouvelles plantes en agriculture, par exemple, arrêter de faire du maïs tropical en France quand il ne pleut pas, par exemple. Hein. Allez voir la tête des champs de maïs en ce moment en Dordogne, ou des champs de tournesol, hein. On verra ce qui se passe. Donc, changer nos pratiques, avec des solutions basées sur la nature, parce que le vivant a déjà répondu. Le vivant, vous savez, je dis souvent, il a 4000 millions d'années d'histoire. Il a tout subi, un océan à 50 degrés, une snowball, hein, une terre entièrement gelée jusqu'au fond. Il est toujours là, parce qu'il s'est adapté. Et pour s'adapter, il faut changer. Ben voilà pourquoi votre économie doit aussi changer. Einstein avait cette jolie parole, il disait « Comment voulez-vous résoudre des problèmes avec les mentalités qui les ont créés ?» Or, c'est bien nos mentalités économiques actuelles qui ont créé ces problèmes qu'on évoque ici ensemble à l'instant. Hein. Il faut les changer. C'est jouable. Est-ce que vous avez des questions? À la fin de cette première partie, on vous amènera un micro. J'ai vu un semblant de main levée au fond? Non? Ok. Ouais.
Pour les incendies de forêt, dans les Landes, vous avez parlé de températures très élevées. Est-ce que c'est elles qui ont causé les incendies ou est-ce qu'elles ont juste encouragé la propagation de l'incendie? C'est un peu des deux. Aujourd'hui, tu sais, on a pris un pompier pyromane, hein, donc près de la Teste de Bûche, près d'Arcachon, ils ont chopé un type qui mettait le feu. Bon, il y a des fous. C'est vrai que 9 fois sur 10, les feux sont mis par des humains. Mais dans des conditions, effectivement, qui font que dès que quelqu'un commence à jouer là-dessus, bah, ça part très vite, quoi. Et c'est le cas des méga fires de Californie et d'Australie, où ici, la température de l'air était gigantesque, elle était au-delà de 50 degrés. Donc ça encourage le départ de feu, puis surtout ça l'entretient par la suite. Et après, c'est le vent tournant qui a créé les problèmes. Mais les feux n'ont pas été du tout éteints de la même façon. En Gironde et dans les Landes, hein, les Landais sont habitués, ils avaient déjà des pare-feux depuis très longtemps. Le problème de la Gironde, c'est que c'était des endroits habités avec un mitage de paysages et plein de petits pavillons. Hein. On a évacué des dizaines de milliers de personnes quand même. Hein. Il n'y a pas eu de mort, il y a eu un pompier. Hein. Mais il n'y a pas eu de mort dans la maison brûlée. Mais il y a quelques maisons brûlées, mais c'est moins de 20. Ça veut dire que le travail était extraordinaire. Le plus grand feu qu'on a eu, c'était en 1939, mais à l'époque, il n'y avait pas de Canadair. Donc ça veut dire que c'est un mélange de tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'y prépare. Hein. C'est Mendès France qui disait « Gouverner, c'est prévoir ». Churchill avait dit ça aussi. Voilà, c'est ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui sur les feux, se dire qu'on n'est pas du tout à l'abri. Et surtout, et on va revenir à la biodiversité, aux solutions basées sur la nature, il faut arrêter la culture monospécifique de la même espèce d'arbre, clonés. Ils viennent tous du même clone, ils ont les mêmes parasites de petits insectes qui s'appellent des scolites qui les mangent. Et du feu. Il faut dire que ce que le feu a brûlé dans les Landes, c'est intéressant, et en Gironde, c'était les accidents climatiques de 89 et de 99, des grandes tempêtes qui avaient abattu une grande partie des arbres, et c'est ça qui a brûlé aujourd'hui. On n'avait pas été capable de les ramasser à l'époque. Hein. C'était au sol depuis 20 ans ou 30 ans, et tout ça est parti en fumée aujourd'hui. La température de l'air, bien sûr, a joué un rôle important. Mais ce qui est intéressant, je vais vous montrer un graphe sur la bulle de chaleur. Est-ce que c'est le hasard? Le feu est parti ce jour-là, je vais vous montrer. Je vais avancer là-dessus. Je vais revenir à ça. Ça, comme regardez, ça c'est votre lit ce matin à tous. Vous voyez que quand on dit la biodiversité, moi je suis à HEC, je m'en fous. Bah oui, bon, dans votre lit chaque matin, et en plus que vous dormiez tout seul ou à deux, ça marche mon truc. Hein. On a les mêmes acariens en 3 et 2 millions par lit. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils mangent nos cheveux, nos poils, toutes les cellules de la peau qui s'en vont, toutes les humeurs d'un lit humain après les ébats nocturnes. C'est génial ce truc. Eh bien, on est dedans jusqu'au cou. Je vais vous montrer juste la photo sur le climat là, parce que là, je trouve que cette courbe elle est assez géniale. Test. Ça, c'est la réponse tout à l'heure qu'on avait, l'IPBES. Voilà, la température de la surface de l'océan ou de l'air depuis 120 ans. Hein, on est parti très clairement. Ça, c'est les vagues de chaleur. On n'est que là. Hein, on est ici là. On est juste là. Hein. Au début, hein, donc qu'est-ce qui va se passer en 2070? Ben voilà, la sécheresse historique qu'on évoquait, les feux qu'on évoquait à l'instant, et surtout c'est ça qui... Ah ouais, ça c'est tous les maïs cramés cette semaine. J'ai fait ces photos cette semaine à Bergerac. Regardez, ce qu'on appelle justement le double faisceau. En fait, le plus gros drame que l'on vit, c'est un réchauffement trop fort de l'Arctique. Hein, quand ça se réchauffe trop vite, ce front d'oscillation du climat là, qui fait le climat sur l'Europe, il est unique et il fluctue, hein, il oscille en permanence. Mais maintenant, il se divise en deux, ce qui s'était passé au Canada à Vancouver l'an dernier, et donc il y a cette énorme bulle de chaleur, hyper chaude, hein, qui se forme au milieu. Vous voyez, nord du Maroc, le nord de la péninsule ibérique, le Portugal, la Grande-Bretagne, vous avez vu la température en Angleterre aussi, l'Allemagne, hein, qui a trinqué beaucoup, et on est coincé là-dedans et ça ne bouge pas. Alors ça, c'est la théorie du schéma en haut à gauche, et en bas, je vous ai mis la photographie physique du 18 juillet 2022. Ben, c'est ce jour-là que les feux sont partis. Alors, je n'irai pas en dire plus que ça, mais c'est intéressant à regarder. On est en plein dedans, on a un magnifique système. Ce qui est grave, c'est les prévisions que font les météorologues, puisque vous avez sur le schéma de droite, là, les prévisions à venir, ça veut dire qu'on pensait être à 0,1 degré tous les 10 ans, et là, on part sur beaucoup plus que ça. Donc, ça va s'arrêter où? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc, prévoir et s'adapter surtout à ces caractéristiques-là. Bonjour, moi j'avais une question en fait. Vous avez tout à l'heure dit qu'on devait adapter notre économie à notre biodiversité. Et nous, en tant que, bien sûr, élèves et futurs entrepreneurs, pourquoi pas en école de commerce, est-ce que vous auriez des exemples et comment pouvons-nous mettre en place ce genre de choses? Ou est-ce que vous auriez des exemples à l'heure actuelle d'adaptation? Il y en a plein, par exemple, les gens qui sont mis à élever des poissons.
Tu vois, on voulait élever... Tu veux être éleveur de poissons pour gagner de l'argent, c'est normal. Moi, je comprends que l'entreprise doit être profitable. Hein. C'est pas français, profitable doit être rentable. Hein. C'est vrai. Mais dans ce cas-là, je choisis un animal qui est en adéquation avec l'endroit où je suis. Tu as deux solutions. Tu veux élever du loup du Pacifique, et ben, tu vas dans les pays où vit le loup du Pacifique. Ou bien alors, tu restes chez toi, et dans ce cas-là, tu élèves du turbo en Bretagne, et tu élèves du saumon en Norvège. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, en fait. Hein. Donc, on a plein de cas comme ça, où les faillites économiques ont été créées par des mauvais choix au départ, qui ne tenaient pas compte des caractéristiques biologiques de ce qu'on voulait faire. Et il y en a absolument d'autres partout comme ça. Donc aujourd'hui, je veux gagner de l'argent en faisant quelque chose, ça c'est tout à fait normal, hein. Mais dans ce cas-là, je vais choisir là où je suis la meilleure opportunité pour faire pour le mieux. Je prends un exemple, un pisciculteur qui a trouvé une résurgence hein, près de Bordeaux, donc une eau toute l'année à 13 degrés. On regarde sur une carte, 13 degrés, la truite. Et il a gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Il a trouvé un endroit au monde où entre hiver et été, il n'y a pas de différence. Parce qu'il a réfléchi dans l'autre sens. Donc son économie, il l'a adaptée à partir des principes écologiques qu'il connaissait. Il était vétérinaire hein, auparavant. Et pas l'inverse. Et j'ai plein de cas de non-adéquation entre des espèces qui ont été retenues pour élevage et puis leurs caractéristiques et leurs besoins physiologiques. Donc on pourrait varier les trucs à l'infini, hein. Tu pourrais m'en trouver aussi, hein, parce que c'est quelque chose qu'on voit absolument tous les jours. Hein. Où est-ce que je produis, dans quelles conditions? Puis en plus, maintenant, ce qui est quand même nouveau, c'est que, et ça j'en veux un petit peu aussi aux ingénieurs, c'est qu'on a préparé des systèmes de machines à gaz que jamais le vivant n'aurait mis en place. Hein. La seule énergie du vivant, c'est la lumière. Hein. Ça veut dire que c'est gratuit. Hein. C'est grâce à la photosynthèse qui est inventée vers... 2,5 milliards d'années, c'est quoi? C'est dans de l'eau liquide, hein. L'eau liquide toujours, il n'y a pas de vie sans eau liquide, on a dit. Hein. Eh bien, un bébé qui naît, c'est 3 quarts de flotte. 3 quarts de flotte. Quand vous le prenez dans vos bras, là, vous étreignez 3 quarts de flotte. Il ne faut pas l'oublier. Hein. L'embryon humain à 3 jours, c'est 97% d'eau liquide. Ça, il faut garder ça en tête. Et là, on fera beaucoup moins de bêtises économiques si on a ça en tête, effectivement. Hein. Et puis après, effectivement, comment est-ce que ceci peut continuer? Tenir compte des réalités finalement scientifiques. Alors je reviens à l'énergie, c'est vrai que la photosynthèse c'est quoi? Dans de l'eau liquide, la lumière du soleil gratuite, le CO2 qui nous empoisonne tant les licences aujourd'hui, et en échange je fais de l'oxygène et des sucres, et tout est parti de là en fait. Un arbre, tout à l'heure il y a des beaux arbres, on était avec Marie-Pierre dehors, là, regardez les arbres. Il sait récupérer l'hydrogène de l'eau, il sait stocker l'énergie pendant la nuit, ce que nous on ne sait toujours pas faire. Comment il fait? Il faut toute notre arrogance et adapter une économie à des connaissances scientifiques qu'on peut adapter. La nature n'est pas parfaite, hein, jamais je dirais ça. Hein. On travaille sur des hormones, par exemple, on se rend compte que je vais changer un acide aminé dans ma molécule, enlever la 10e pour le mettre à la place de la 8e. Je fais mieux. Le vivant a encore de la place pour trouver la meilleure solution. N'empêche que ça fonctionne depuis longtemps, toujours avec, on verra, c'est la conclusion, hein, d'intérêt du vivant. Il travaille avec des parcimonies d'énergie incroyables. Hein. Une libellule, elle vole à 100 km/h avec 2 watts. Mes copains pilotes de Rafale me disent, quand on a pris 5 ou 6 G en accélération, on est à haute. Elle encaisse ma libellule 30 G. Donc c'est tout ça. C'est là que je dis qu'il faut regarder ceci pour avoir une économie qui puisse permettre de faire, sur du moyen et long terme, une vraie rentabilité. Si on part sur autre chose, ça ne marchera pas. Parce qu'il faudra réchauffer, il faudra refroidir. Ça coûte des fortunes, en fait. On a une dernière question avant de passer aux prochaines. Bonjour, je voulais savoir ce que vous pensez de la géo-ingénierie et des solutions très drastiques qui consisteraient à diffuser des gaz colorés dans l'atmosphère. T'imagines ma réponse, je suis très réservé. Très réservé. Parce que j'ai peur encore qu'on continue dans la même mentalité des machines, des usines à gaz qu'on nous a montées. Hein. Le drame de ce système-là, je pense qu'on pourrait refroidir le système. Techniquement, je pense, au niveau de la Terre, je ne sais pas, mais le jour où on va commencer à faire ça, ça sera inarrêtable. Supposons que pour une raison terroriste ou pour une raison de géopolitique, comme ça se passe en ce moment en Russie, hein, on ne puisse pas continuer à le faire. Le CO2, il sera là. Hein. Donc en 15 jours, ça va être monstrueux. Je préférerais nettement qu'on ne l'émette pas ou très différemment. Par exemple, moi qui suis océanographe, on a beaucoup travaillé sur la mise de fer dans l'océan austral, par millions de tonnes de fer. Alors, on va compenser le fait qu'on manque un petit peu de fer, puis après, il va manquer autre chose, tu vois. Et sans arrêt, pour moi, ce n'est pas la solution. C'est beaucoup trop dangereux, d'autant plus qu'on n'a pas les moyens d'expérimenter. Hein. On n'a pas une planète comme ça, ici. On s'intéresse à l'ensemble du système. Comme par exemple, à l'époque, je m'étais opposé à la dissémination d'huîtres génétiquement modifiées en mer, parce que
Une petite huître, elle se dissémine comme un grain de pollen. Une fois que c'est parti, c'est foutu, hein. On ne peut pas les récupérer. Donc essayons de trouver des solutions différentes. Qu'on regarde, pour l'instant ils ne m'ont pas convaincu encore. Bon. Et encore une fois, en écologue, c'est comme les gens qui nous disent je vais refaire l'espèce disparue. Hein. On veut refaire un mammouth, on va refaire quoi? On va faire porter à une éléphante un embryon qu'on aura régénéré à partir de gènes. Et puis on aura un éléphant qui aura des poils oranges sur le derrière, ce ne sera pas un mammouth. Hein. Donc essayons de garder le mammouth avec nous, il est parti. Donc intéressons-nous à ceux qu'on a encore avec nous avant de partir là-dessus. Même supposons qu'on nous fasse, ça c'est Jurassic Park, alors Jurassic Park en plus, toutes les bêtes qui nous montent, elles sont du Crétacé, elles ne sont pas du Jurassique, il faut quand même vous le dire. Les T-Rex, ils sont du Crétacé, 100 millions d'années après, c'est quand même pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement de se dire, on va en faire un ou deux, ça va coûter une fortune, on ne recrée pas une population avec ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le grand drame agricole, par exemple, aujourd'hui, c'est qu'on a appauvri dans les pins maritimes de la forêt landaise la base génétique de cette espèce d'arbre. Il faut revenir à un maximum de variabilité. Je termine par la crise du riz en Inde il y a quelques années. Le dwarf rice, hein, le riz était tout petit. Il a fallu, c'est le CIRAD français qui a fait ça. On a testé 6300 variétés du riz du sud de l'Himalaya, du nord de l'Himalaya, pour trouver un riz résistant au virus. Alors, heureusement qu'on n'avait pas tous le même absolument partout. Donc vous voyez que le vivant, c'est un maximum biodiversity, de diversité. Et chez l'humain, on a vu que l'humain est très biodivers aussi. Donc la géo-ingénierie, ça va séduire les ingénieurs, c'est clair, hein, mais bon, vu tout ce qui s'est passé avant, je suis un peu méfiant quand même. Tu sais, à Fukushima, quand j'étais allé, il m'avait dit on n'a pas eu de chance. À 2 mètres près, la vague, elle ne rentrait pas. Et j'aurais dit à un ingénieur, il y aura toujours une vague qui montera de plus de 2 mètres que ce que vous avez calculé. Il ne fallait pas la faire là. C'était une zone qui était très connue de failles sismiques qui jouaient sans arrêt. Voilà. On va rentrer plus concrètement dans comment résoudre cette crise, comment y répondre. Et notamment avec un exemple qui est très récent dans l'actualité, au Congo. Il y a une forêt primaire, on l'évoquait tout à l'heure, et le gouvernement a décidé de vendre une partie de cette forêt primaire à la rente pétrolière pour l'exploitation pétrolière. Et notamment, le gouvernement disait, l'un des membres du gouvernement, le climat, ce n'est pas notre priorité face à l'inflation des matières premières dans le monde. Et donc, les économistes disent souvent des choses comme la biodiversité, que c'est un bien public non exhaustif, c'est-à-dire que tout le monde peut en profiter, et donc globalement, personne ne veut payer pour. Et on peut comprendre que le Congo ne veuille pas payer, compte tenu du niveau de développement, pour préserver sa forêt. Nous, on aurait du mal aussi à payer le manque à gagner qu'il y a. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Quels sont les mécanismes pour intégrer la biodiversité dans le système économique? Et si on le fait comme elle était gratuite jusqu'ici, ou considérée gratuite, est-ce qu'on ne va pas renforcer les dynamiques d'inflation qu'on voit émerger? Alors, le Congo est très particulier, il est sur l'équateur. Et les coins où le climat bouge le moins, c'est sur l'équateur. Le Congo n'a pas de déficit hydrique comme les pays du Sahel, hein. Il est sur une zone où l'équateur passe sur la forêt congolaise. Donc déjà, lui, il n'est pas trop embêté par le changement climatique. Bon, le problème de l'Afrique, il est très fort parce que moi, je suis beaucoup allé en Afrique au moment de la COP21, puisqu'on allait chercher des signatures des chefs d'État africains, hein, pour qu'on puisse réaliser la COP21. Et donc, je suis allé, à l'époque, c'était Kabila qui était au pouvoir, donc on l'a rencontré. C'est des pays très particuliers avec 100 millions d'habitants. Hein. Mais qui peut gérer un pays comme ça? On est allé au Nigeria. Et vous voyez, un petit bonhomme comme ça, président du Nigeria. On ne peut même plus aller en façon sécure de la nouvelle capitale Arusha à Lagos sans se faire assassiner sur la route. Hein. Donc ça veut dire que c'est des pays très particuliers. Et je comprends qu'eux mettent sur un point secondaire ces questions-là. Mais il faut dire qu'on est quand même... Avec les chefs d'État africains, j'étais très mal parce qu'ils avaient raison. On leur disait adaptez-vous. Mais attendez, monsieur le professeur, adaptons-nous. Qui est-ce qui nous a créé ces conditions qui font qu'on doive s'adapter dans ces échéances-là? Qui a émis ces gaz à effet de serre qui ont modifié le climat? C'est bien nous. Le Japon, l'Amérique du Nord et puis l'Europe du Nord, hein, très clairement. Quand on voit que les pays riches émettent aujourd'hui, vous avez vu le combat en ce moment entre les jets privés et puis le reste, on arrive à des positions d'équité très 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 vite en fait. Donc c'est vrai que l'Équateur avait joué différemment. Autres pays sur l'Équateur, en Amérique du Sud, ils avaient dit voilà, vous nous donnez de l'argent et on n'exploite pas le pétrole dans la forêt primaire. Mais c'est injouable. Pourquoi? Parce qu'on peut leur trouver de l'argent 1 an, 2 ans, 3 ans. On va continuer comment, économiquement, à trouver des pays qui vont donner de l'argent. Ce qui veut dire que c'est des pseudo-possibilités. Ça ne marche pas vraiment. Là, je commentais sur les ondes avant-hier, à la télé, l'échec de
de la conférence de New York la semaine dernière, hein, sur la haute mer, sur l'Open Sea. Ils ont échoué parce que la Russie et la Chine ont tout bloqué. Et parce qu'aussi, on ne s'est pas mis d'accord. On dit, voilà, il y a quelques pays, même pas 10, capables d'aller chercher les ressources profondes dans l'océan, technologiquement parlant. Hein. Et comment on répartit les ressources? Alors on me dit, c'est facile, on redistribue avec les pays en voie de développement. Attendez, comment est-ce que je fais ça? Pourquoi je donne plus au Costa Rica qu'au Congo, au Zimbabwe, au Madagascar? C'est pas gérable. Hein. Il faut vraiment qu'on prenne ça différemment. Il faut créer des réserves où on n'ira pas chercher les ressources. Et nous, on avait beaucoup milité pour mettre en place un fonds de 1000 milliards de dollars. Dès le départ, dès qu'on fait un forage profond, au-delà de 5 km de profondeur. Parce que le jour où ça va péter, et ça va péter, hein, qu'on exploite du cuivre, du nickel, du zinc ou du cobalt, c'est la même chose, il faut qu'on puisse intervenir très vite. Et pour ça, il faut des fonds. Il y a 2000 projets en ce moment d'exploitation des minerais profonds. Les pêches profondes, bon, on a réussi un petit peu à aider le système, je pense qu'on va réussir à les interdire. Mais comment on partage ceci? Parce que ce sont des zones maritimes qui n'appartiennent à personne. On parle du bien commun qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. L'Open Sea, c'est pas qu'il n'y a pas de droit international, mais il n'y a que la surface. Hein. La convention, c'était Montego Bay, c'est 82, il n'y a rien depuis. Donc est-ce qu'on a fait des progrès? Je terminerai en disant que le cynisme de pays riches, qui sont la trilogie les mêmes, hein, États-Unis, Chine et Russie, a dit encore récemment, bah, écoutez, de toute façon, légiférez comme vous voulez, nous avons les moyens militaires d'aller chercher les matériaux dont on a besoin pour notre économie. Hein. Traité antarctique, je suis très inquiet, je pense qu'on va le casser un jour. Hein. Pas d'exploitation minière en Antarctique, ça fonde partout, ils vont y aller. Pas très réjouissant. Bah non, mais c'est pas réjouissant. Par contre, si on veut changer les choses, il faut changer nous aussi, il faut qu'on se batte. Donc on appelle à l'action. Oui. Je veux parler d'un secteur économique qui est crucial en termes de biodiversité, on se le disait tout à l'heure. Quand on parle de climat, on parle très vite d'énergie. Quand on parle de biodiversité et de nature, en face, il faut mettre très vite l'agriculture, parce qu'à la fois c'est le secteur économique qui l'impacte le plus, qui en est le plus dépendant aussi de la biodiversité. Dans les sols, il n'y a quasiment que de la biodiversité, c'est ça qui fait qu'elle est fertile. Et en même temps, c'est aussi ce secteur économique qui est le plus porteur d'espoir pour une marche en avant. Et donc ma question, c'est quelle est cette marche à suivre en France et en Europe? Et est-ce qu'on va devenir plus vulnérable si on sort des engrais chimiques et des pesticides, comme on l'a entendu? Pas du tout. Je me fais l'avocat du diable. Ouais, pas du tout. Comme on l'a entendu à l'épisode des néonicotinoïdes. Ça c'est les lobbies qui vendent ces produits qui disent ça. Mais moi, j'ai des amis qui sont agriculteurs. 150 hectares, c'est pas petit. Hein. Près de Niort, qui n'utilise pas de pesticides du tout. Il fait aussi bien que le voisin. Par contre, il fait de la polyculture. Il fait son petit pois sous son blé. Hein. Aujourd'hui, il est clair qu'il n'y a aucun système vivant où il y a une seule plante de produite. La betterave malade, d'abord, la betterave en France, je suis désolé, on a trop de sucre déjà, il faut qu'on arrête de faire de la betterave. Et elle est malade, pourquoi? Parce que les sols ont été détruits. Allez voir, prenez un peu de terre de la Beauce, vous la prenez, arrêtez-vous un jour en quittant Paris, là. La Beauce... C'est les plaines qui sont au sud de Paris, là, autour de Paris. Vous malaxez de la terre dans votre main, comme ça, c'est tout blanc. Il n'y a plus rien. Je vais vous montrer des images de sols vivants. Hein. Ramener de la vie dans les sols, la seule solution, et tu as raison quand tu dis que l'agriculture est fondamentale. Stocker du carbone dans les sols, en ramenant du vivant. On ne nourrira jamais 8 milliards d'humains avec des sols qui sont morts. Or, qu'est-ce qui tue les sols? L'hypermachinisme agricole avec les labourages profonds. Il faut arrêter de labourer, ça c'est clair. Hein. Et puis, bien sûr, aussi ces produits chimiques de synthèse qu'on a fait depuis les années 50. Le drame, c'est parti quand on a dit aux gens après la guerre, à une époque où les Français faisaient comme les autres beaucoup trop de bébés. Ça, c'est clair aussi, il faut bien le dire. Hein. Moi, mes jeunes étudiantes, maintenant, elles me disent on ne fera pas de bébés. Je les comprends. Quand on voit le monde qui se prépare, d'un autre côté, nous, on en a fait beaucoup trop. Moi, on me dit c'est la faute des Africaines. Attendez, moi, j'ai été élevé en Bretagne en 70. Les familles à 10 et 12, c'était pas rare du tout. C'était pas en Afrique. Hein. Le Finistère a toujours été là où il était. Hein. On voyait que... Arrêtons. C'est pas la faute des filles africaines si ça va mal. Le problème, c'est effectivement qu'est-ce qu'on cultive, comment on fait. Alors là, demain je serai à Cognac, chez Moët Hennessy, voilà une très grosse entreprise qui fait des bénéfices somptueux, hein, et pas qu'en France. Eh bien, ils me mettent 18 000 arbres sur 200 hectares de vignes à Cognac. Hein. Ils me construisent 10 km de haies par an qu'on avait détruites durant les grands remembrements. Le ruinard, c'est pas la petite économie. Hein. En Champagne, tout passe en bio. Donc ça veut dire, cheval blanc, c'est quand même des choses qui sont... Ça vous parle, ces entreprises-là, quand même. Hein. Et bien, ces gens-là ont compris que la solution, c'était des solutions basées sur la nature et de reprendre de la diversité.
Et la diversité va aider la vigne à subir ce plein fouet du changement climatique. Toute seule, elle ne s'en sortira pas. Donc, comment ce manque d'eau va se... Par exemple, je prends un cas sur l'eau, tu vois, sur la sécheresse. Ça m'intéresse beaucoup. On prend une goutte d'eau, avec Marc-André Sellos, on fait ça. Hein. La goutte d'eau, elle tombe là. Mon problème en vigneron, mon eau ne doit pas ruisseler. Je veux qu'elle s'infiltre là où est ma plante nourricière, la mienne. Et pour ça, il faut qu'il y ait des bactéries dans le sol. Je vais vous montrer une image de sol, vous allez voir, c'est magique. Hein. Regardez comme c'est beau. Un sol vivant. On a tué la moitié des sols en France. Hein. Voilà. Ça, c'est une goutte d'eau de mer, le plancton. Voilà. Une goutte d'eau de mer. Hein. Et ça, c'est un sol. Regardez, 3,5 tonnes de bactéries, de micro-champignons à l'hectare, 2,5 tonnes de bactéries. Qu'est-ce qu'ils font, ces êtres vivants? Ils font des trous dans le sol. Alors, les trous gardent la flotte. Et surtout, ils font du mucus. Et ce mucus, vous faites du mucus dans vos poumons. Hein. Vous savez très bien que vous faites du mucus. Est-ce qu'on prenait une anguille, si elle n'a pas de mucus, elle meurt desséchée. Et bien, ce mucus qu'il fait conserve l'eau. La goutte d'eau, elle s'infiltre là et elle reste là. Ce qui veut dire que même avec beaucoup moins de précipitations, la vigne pourra s'en sortir. Et ce sera le cas pour beaucoup d'autres plantes aussi. Hein. Donc, adapter les espèces que l'on veut cultiver et ramener de la vie dans les sols. Ça, c'est mon combat numéro 1. Hein. Je dirais que j'en ai 2 combats. Mettre toutes les petites filles à l'école. Ça, c'est le plus gros drame que l'on vit aujourd'hui. Les petites filles, dans beaucoup d'endroits, ne vont plus à l'école. Elles vont chercher de l'eau. Elles n'ont pas de salaire pour faire ça. Elles ne sont jamais propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent. Et elles ne vont pas à l'école et elles font des mauvaises rencontres en route. Voilà un grand travail d'écologie globale, beaucoup plus important que le retour de l'ours dans les Pyrénées. Hein. C'est ça, en fait. Il ne faut pas se tromper de combat, en fait, aujourd'hui. Mais ramener de la vie dans les sols, c'est absolument fondamental. Une petite question ensuite sur... Globalement, mais du coup, le modèle agricole en France et en Europe, je reviens dessus juste avant. Si vous deviez faire un grand plan de biodiversité, si vous étiez Premier ministre ou ministre de l'Agriculture, de l'Écologie? D'abord, je fusionnerais le ministère de l'Agriculture avec le ministère de l'Environnement. Voilà. Comme ça, ce serait les mêmes, et puis ils se mettraient d'accord. Hein. Là, moi, j'ai fait partie pendant 2 ans du ministère de l'Environnement, mais c'était des haines farouches avec l'agriculture. C'est pas le cas partout, hein. Il y a des cas de pays où c'est les mêmes ministères, et c'est tellement évident. Moi, j'ai un profond respect pour le métier agricole. Hein. Parce qu'ils ne sont pas à 25 heures par semaine ou 35 heures, hein. Ils sont à 100 heures. J'ai des copains éleveurs de bovins en Limousin, ils ne sont même pas à 1 000 € par mois. C'est indécent. On discute sur le centime du prix du lait, de qui on se fout. Et je pèse mes mots exprès. Hein. Là, ce qui a tué l'agriculture, c'est le low cost. Ce qui va tuer aussi le transport aérien, c'est le low cost. Hein. Ils vendaient des billets d'avion la semaine dernière, là, Bordeaux-Marrakech, à 4,99 €. C'est indécent. Après, ils se plaignent, on est envahi, les Marocains, il y a trop de Français, la Corse est complètement envahie. Arrêtons de complètement tricher sur la valeur réelle de ce que coûte quelque chose. Je suis conseiller régional en Nouvelle-Aquitaine. Quand vous prenez le train, vous payez 25% du prix réel du billet. La région met les 3/4 du prix. Ça, c'est un vrai impact social que je comprends parfaitement, bien sûr. Hein. Donc, pour revenir à la question de l'agriculture, oui, hein, il faut revenir à une agroécologie raisonnée. On ne va pas tout passer en bio tout de suite. Hein. Le bio sur la vigne, c'est gagné. Je pense qu'on va y aller, parce que quand vous vendez une bouteille de vin à 500 €, si vous retrouvez un fifrelin de saleté là-dedans, il est fini le business. On peut le comprendre très bien quand même. Hein. Pour les fruitiers, ça va marcher aussi. Ça va être plus dur pour les céréales parce qu'ils ont tué leur sol. Il va falloir ramener du vivant dans les... Surtout que le prix de la céréale, vous avez vu le prix de la céréale maintenant avec ce qui se passe en Ukraine. Hein, dans l'agriculture, avec le monde agricole, pas contre eux. Repayer décemment ce qu'on mange. On vendait l'autre jour du poulet à 1 €. C'est un crime. Mangez ce poulet, vous serez malade. Vous ne mangez que du stress. Donc ça veut dire que là, il y a un vrai effort à faire. Et puis qu'on arrête, il faut de l'éducation, parce que... Alors on me dit, oh, mais les gens pauvres, comment ils font? Les gens pauvres, ils ont acheté un écran plat quand même, et puis ils ont 2 téléphones portables. Eh bien, je suis désolé. Hein, on met son argent dans ce qu'on mange correctement, et on ne joue pas là-dessus. Manger moins, beaucoup mieux. Manger beaucoup moins de viande aussi, ça c'est extrêmement important aussi, bien sûr. Juste passer 3 images que je voulais montrer sur le vivant. Regardez, quand on parle de diversité, on croit que c'est ça. Et là, on est sur une plage de Guadeloupe, il y a 10 ans. 25 chercheurs, on a fait un énorme trou dans le sable, et on trouve des trucs que personne n'avait jamais vus, parce qu'on n'était jamais été les chercher. C'est ça la biodiversité? Là, je dis à ma ministre, regardez madame, comme c'est beau. Plus le crabe a des grands yeux bleus avec des grands cils, et plus il va être sauvé, parce qu'il est tellement beau qu'il faut sauver de la biodiversité. Mais ils ne sont pas tous comme ça, il y a des comme ça aussi. Alors là, on me dit, attendez, là, professeur, là, ça va pas, là, on n'a pas beaucoup de sous.
On veut bien sauver le magnifique crabe à point bleu, là, mais votre truc moche comme tout, ben, tout à l'heure, tu parlais du rat taupe nu, hein, ben voilà, il y a un rat taupe nu en bas, c'est hyper moche, il est foutu, n'empêche qu'il est génial parce qu'il sait retarder son vieillissement. La biodiversité, en fait, c'est ça. Et c'est d'abord ça, et c'est là que chaque chef d'entreprise, chaque humain, chaque étudiant de HEC doit s'en persuader. C'est pas une collection de papillons, c'est ce que vous mangez. Si j'enlève là le verre des bouteilles et le nickel des couverts, c'est que du vivant. Et c'est pour ça que tout est lié, justement. Alors les vaches, on en a élevé, mais on en a beaucoup trop, il faut en élever moins. Marc-André Sellos, jamais seul, un arbre, c'est une incroyable construction, et un bébé humain à la naissance, c'est ça. Et plus on travaille, plus on se rend compte que chaque être vivant est pluriel. Ça change toute notre vision de l'évolution, bien sûr, ceci. Et les considérations, ça va être sur ce que pratiquement on va faire pour changer le système au niveau agricole. L'agriculture, pour moi, devrait être le premier champ d'utilisation du biomimétisme. On va changer un peu de sujet, on va revenir sur l'international. Vous connaissez tous le GIEC, je pense. Peut-être que tout le monde ne connaît pas l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui a été créé plus tard et auquel vous avez fait partie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. J'ai fait partie 5 ans du bureau IPBES. En fait, on a eu un problème au départ. Ça va vous intéresser ici en école de commerce parce que quand on crée le GIEC, au départ, on n'est pas aux Nations Unies. C'est un groupe de chercheurs mondiaux qui se sont mis d'accord pour créer IPCC. Donc on avait toute la liberté qu'on voulait. Il n'y avait pas de normes, de codes. Donc on fait IPCC. Le GIEC en français. Et après, les Nations Unies vont prendre ça en considération, vont se mettre dessus, ils nous aident bien évidemment, hein, avec des moyens qui sont importants, c'est les conférences climat. Hein. La fameuse COP 21 à Paris a été le premier grand basculement. C'est la première COP dans laquelle participe massivement l'entreprise privée. Il n'y avait pas beaucoup d'entreprises auparavant, maintenant il y en a partout. Et puis c'est la première COP où on parle d'océan. Vous vous rendez compte? On ne parlait pas d'océan sur une COP climat. C'est le principal régulateur du climat. Le vivant, franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout que le climat change sur la Terre? S'il n'y a pas la vie, on s'en fiche complètement. Hein. C'est parce qu'il y a la vie, l'humain et cette idée économique que le climat nous intéresse. Et les femmes, le rôle des femmes. Hein. C'est la trilogie qu'on avait à la COP 21. C'est parti comme ça. Les femmes ont une perception différente de ces questions-là, surtout en Afrique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a fait l'IPBES. Malheureusement, dès le départ, on est parti sous les fourches connues des Nations Unies. On a eu, en 2011, hein, donc on a eu un mal de chien au départ pour se mettre d'accord. Alors au départ, on avait créé ISMOSEB, qui a été lancé par le Muséum à Paris. À l'époque, moi j'étais le président. Et ISMOSEB, il y avait une vingtaine de pays. Les pays africains étaient réticents. Et puis on fait ensuite IPBES. IPBES, c'est 135 pays aujourd'hui, sur 200 nations, alors que l'IPCC, c'est 196 pays. Hein, c'est tous les pays du monde en fait. Hein. Donc l'IPBES, c'est simplement de faire des études comme on le fait sur le climat, où le vivant est mis en avant pour montrer la dégradation des écosystèmes. Et les relations sont évidentes. De toute façon, aujourd'hui, les gens de l'IPCC, du GIEC, ne peuvent pas divulguer des avis ou des états des lieux sans tenir compte de l'impact sur les vivants et sur les activités économiques. Je continue sur le rôle de l'IPBES et notamment dans les relations internationales. L'IPBES a sorti son premier grand rapport. Il y a eu le 6e grand rapport du GIEC il n'y a pas longtemps. Le premier grand rapport de l'IPBES était en 2019. Sachant que le premier du GIEC, il me semble que c'était au début des années 80, ou à la fin des années 80. Donc il y a quand même un laps de temps qui explique aussi la différence de sensibilisation qu'il y a eu sur le climat et sur la biodiversité. Et il n'y a pas que les groupes d'experts qui sont en parallèle sur climat et biodiversité. Il y a aussi les relations internationales. Donc il y a eu la COP 21 dont on parlait jusqu'à la COP 26 récemment sur le climat. Il y a aussi des conférences des parties sur la biodiversité. Et aussi sur la désertification, une troisième encore moins connue. Il va y avoir la COP 15 sur la biodiversité à la fin de l'année au Canada. Ça fait 3 ans qu'elle est retardée. Elle devait être en Chine et à cause du Covid-19, ça n'a fait que se retarder. Celle-là, elle est attendue un peu pour la biodiversité comme l'équivalent de ce qu'était la COP 21 pour le climat, c'est-à-dire la COP ultime. Est-ce que vous êtes toujours aussi optimiste? Et qu'est-ce qu'on peut en attendre finalement? Est-ce qu'on peut encore attendre de la part des relations internationales de réelles avancées et un réel espoir? J'ai jamais été très optimiste là-dessus. Hein. J'ai participé parce que je voulais voir comment ça se passait. Hein. Donc j'ai dû faire 4 COP climat. J'ai commencé à Lima.
C'était donc un an avant Paris, donc climat, c'était donc 2014. Après, il y a eu Paris, donc sur le climat. Et les COP, les COP sur la Convention sur la diversité biologique, c'était le Brésil. On a eu 2 grands moments. Hein. C'était en 2012 et en 92, où là, on a eu le sommet de la Terre. Hein. On a eu ces jeunes qui se sont exprimés. Les entreprises ont commencé à venir massivement aussi, parce qu'elles se rendaient compte que c'était important pour elles. Et puis, il y a des chefs d'entreprise qui sont... C'est pas tous des affreux épouvantables, hein, j'ai compris ça depuis longtemps. Hein. Il faut sortir de l'image qu'on avait, en fait. Et l'entreprise a vraiment des moyens réels. Je pourrais citer des noms, mais je travaille avec des grands groupes français. Alors, il y en a, je ne vais pas, ça c'est clair. Je ne travaille pas pour Monsanto, ça c'est clair. Mais par contre, il y en a d'autres, ni pour Bayer. Il y en a d'autres avec lesquels on fait des choses assez extraordinaires, parce qu'ils sont aussi des citoyens. Et ils ont compris. Maintenant, quand je vois, par exemple, et ça c'est important pour vous à HEC, hein, j'étais en Chine il n'y a pas tellement longtemps, je me rends compte que maintenant, c'est avant le Covid quand même, il y a des conseils d'administration qui rétorquent et qui disent non, non. Ça veut dire que même les actionnaires, qui pourtant, eux, sont là pour toucher les dividendes, hein, bien évidemment, dans notre système à nous, commencent à rouer dans les brancards en disant ben non. Il y a des grandes banques françaises, je ne te citerai pas non plus, qui ont des choses pas très vertueuses, qui sont fait fortement attaquer, d'ailleurs, si tu te souviens, à Marseille durant le congrès de l'IUCN, parce qu'ils finançaient des activités de gaz de schiste au Canada, par exemple. Hein. Donc ça, je pense que les gens n'ont plus envie. Est-ce que votre argent que vous allez passer quelque part, vous voulez qu'il serve à ça ou à ça? Hein, est-ce que vous voulez qu'on continue à augmenter ces iniquités entre des pays hyper riches et des pays hyper pauvres? La relation garçon-fille, hein, qui est aussi catastrophique qu'elle a toujours été, ça ne s'améliore pas vraiment. Hein. Regardez les situations en ce moment en France dans les grandes écoles. Hein. Donc on est vraiment sur quelque chose où we have to change, hein, c'est ce que je dis souvent. Donc l'entreprise est un moteur aussi pour faire ceci. Et chaque fois qu'on arrive, on avait créé, vous vous rappelez, Act for Nature. Il y a les grandes entreprises françaises, il y a 7 ou 8 ans. Et d'ailleurs, il s'était passé un événement incroyable, parce que Nicolas Hulot était ministre à l'époque. Et le Premier ministre, qui était coutumier, il faisait des lapsus pas possibles, en fait. Hein. Il en avait fait beaucoup, et il arrive, Philippe, là, et puis Nicolas Hulot était là. Il dit, monsieur Nicolas Hulot, vous vous rappelez que moi, je m'étais battu pour que le mot écologie disparaisse de la terminologie du ministère. Donc j'avais dit à Ségolène Royal, enlevez ça, parce que les Français confondent écologie et écologisme. Le ministère de l'écologie n'est en aucun cas le ministère des écolos, pas du tout. C'est le ministère de l'Environnement, c'est tout à fait différent, bien évidemment, on est bien d'accord. Hein. Donc c'était parti, et ça revient. Comme lui, écologiste, il fait le ministère, effectivement, de la transition écologique et solidaire. Et le Premier ministre, il dit, bon, monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État de la transition écologique et solitaire. Aïe, 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 aïe. J'ai vu mon Nicolas, dont les épaules se sont affaissées à ce moment-là. Et tout est parti comme ça. Puis après, c'est parti à volo. L'histoire des Gilets jaunes, c'est fantastique. Ça vous intéresse directement dans ce que vous êtes. On décide, on dit, voilà, le pétrole n'est pas assez cher. On augmente quelques centimes. On est à la mi-novembre 2018, vous vous rappelez, hein? Mais c'est la révolution. On a mis 2 ans, c'est pas encore terminé pour en sortir. Le pétrole, le gasoil a augmenté beaucoup plus depuis 2 mois. Il n'y a pas eu de révolution. Ça veut dire que tout est dans la manière de faire. Chaque fois que vous prenez une mesure environnementale sans tenir compte de l'impact social, vous allez vous planter. J'ai bien aimé tout à l'heure quand François parlait de ça. Il n'y a pas que l'aspect, bien sûr, économique, encore moins que financier. Mais je vois même que quelquefois, les financiers sont plus avancés que les économistes. Et il y a ce magnifique petit livre écrit par un polytechnicien, « Comment les économistes réchauffent la planète ». C'est vrai. Mais il faut que le monde de la finance s'en empare. Ça commence à venir doucement, parce qu'ils se rendent compte que si demain tout est comme ce système qui part en tous les sens, puis il faut retrouver la confiance non seulement des marchés, mais de tous les citoyens. Donc encore une fois, c'est se dire comment collectivement on est tous dans le même bateau, on n'a qu'une planète. Tout à l'heure, notre ami parlait de la géo-ingénierie, on nous dit changer de planète, attendez. La plus proche, elle est à 700 années-lumière de distance. 700 années de distance de voyage, de longueur de voyage. Qui est prêt à y aller, hein? Vous allez partir, vous allez revenir, je ne sais pas si vous allez revenir, on n'en est pas là. On me dit on verra les progrès, on n'en est pas là pour l'instant. On a tous la même planète. Et j'ai pas mal d'amis qui ont été cosmonautes, hein, et Thomas Pesquet en particulier, mais ils me disent, mais chaque fois qu'on arrive là-haut, on pleure. Il y a un syndrome d'ailleurs qui est sorti. Je comptais l'autre jour, il reste 518 personnes humaines qui ont vu la Terre d'une orbite à 35 km, hein, là où est l'orbite des stations spatiales.
Ils ont tous pleuré. Au départ, c'est pas des fillettes, hein. Ils sortent des commandos d'infanterie de marine de l'armée américaine ou soviétique de l'époque, ou chinoise, hein. Mais ils ont tous pleuré. Il y a 52 femmes, hein, que je dise pour les filles. Il y a 52 femmes qui sont allées en orbite autour de la Terre, donc 1 sur 10. Ça veut dire que quand on voit cette merveille dans cet espace tout noir de ce qu'est la Terre, bleue et verte, tout le monde en pleure. On l'a complètement oublié. Il faudrait s'en rappeler tous les jours, en fait. Se rappeler qu'on est fait d'eau liquide, qu'on est fait de cellules, de sel, que tout ça est fondamental. Si on aime, si on n'aime pas, si on est malheureux, si on est heureux, tout ça a un subtil rôle sur votre état de santé et votre état psychologique aussi. Et ça, il faut qu'on le raconte aux enfants. Donc, moi, je milite beaucoup aujourd'hui pour qu'on commence à enseigner l'écologie. Pas l'écologisme, hein, pas ce que font les Verts. L'écologie aux enfants, en CP, quand ils commencent à apprendre à lire, à écrire et à compter. Vous irez voir sur Internet, c'est le mouvement Water Family. Hein, du flocon à la vague. On travaille avec des Basques, hein, on suit un flocon de neige des Pyrénées qui finit dans l'océan, dans le golfe des Biscayes. C'est ça, en fait. Donc, l'éducation, c'est vraiment une des clés du système. Je retiens ce que vous avez dit tout à l'heure, battez-vous. Oui. Ce sera ma dernière question avant de passer aux questions du public, la deuxième session. Quel est le rôle des jeunes pour vous et quel est le conseil que vous pouvez leur donner dans une situation où, vous l'avez dépeint, demain n'est pas facile, le changement est trop lent. Ah, bien sûr, ils ont raison. Et donc, si aujourd'hui vous aviez 20 ans, là, vous feriez... Toujours 20 ans dans ma tête. Hein. Oui, ça se pas voit. changé. Physiquement, je ne les ai plus, mais dans ma tête, je monte moins vite l'école en vélo qu'à 20 ans. Ça, c'est vrai. Mais dans la tête, les neurones, ça marche pareil. Et donc, si aujourd'hui vous aviez 20 ans, pas que dans la tête, vous feriez quoi? C'est quoi votre attitude? Je suivrai tous mes amis, ces jeunes. Là, à Sciences Po Paris, j'avais Camille Etienne, la Greta Thunberg française. Hein. Elle était mon étudiante. Hein. Paloma Moritz, il y a plein de jeunes, des filles, il y a beaucoup de filles, les filles, allez-y. Hein. Il faut vraiment y aller. C'est ne pas se laisser faire, ça c'est très important. Einstein, il a dit beaucoup de choses. Il disait aussi, le monde ne va pas mal des méchants ou des mauvais. Il va mal des gens normaux comme nous qui les laissons faire. Voilà. On est en plein là-dedans. Donc les jeunes ont plus de vitalité pour se battre, hein, pour se défendre. En plus, ils ont un sentiment de profonde injustice. Parce que c'est vrai qu'il y a un handicap, je le reconnais. Hein, je ne veux surtout pas vous exténuer de... Mais c'est vrai, il y a un handicap, c'était plus facile. Moi, quand j'avais 18 ans, je lisais un bouquin, c'était à peu près vrai ce qu'il racontait dedans. Là, vous avez 95% de fake news. Hein. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on trie? Moi, j'étais un des militants très actifs de The Conversation. Vous connaissez la revue, le journal The Conversation? On tue les fake news, c'est notre boulot. Hein. On est 10 000 scientifiques, hein, à se battre au niveau mondial, c'est pas que français, hein, pour tuer ces fake news. Donc ça veut dire que le combat, il est là, ne pas se laisser faire. Et puis surtout, être force de proposition. Au Conseil régional de Nouveau-Aquitaine, on a maintenant un parlement des jeunes, même beaucoup plus jeunes que les classes d'âge qu'on a ici devant nous, hein, ici à HEC. Et ben, ils font des propositions super intéressantes. Il faut convaincre les parents, parce que les combats de génération sont forts. Hein. Moi, je vois tous mes amis qui ont des ados un peu plus jeunes que vous. Le repas familial, il vire à la catastrophe, quoi. Hein. La maman a acheté un avocat, j'ai vu à la télé, t'as vu, il est fait au Kenya, au Mexique, avec de l'eau piquée à des pauvres paysans malheureux, avec des enfants exploités, et la fille, elle part en claquant la porte. Hein. Donc c'est vrai que tout ça, il faut l'expliquer. Alors la maman est désemparée, ma fille est bizarre. Non, on est dans un monde qui est effectivement différent aujourd'hui. Et c'est vrai que ces perceptions-là qu'ont les jeunes, moi ce que j'admire beaucoup chez vous, c'est vos neurones en fait, hein. Ça c'est clair. Hein. Alors c'est pour ça que j'ai suivi mes amis, je suis professeur à AgroParisTech, ce sont mes ouailles qui ont lancé cette rébellion, vous vous rappelez, il y a 2 mois, à la remise des diplômes. Alors j'aurais dit, vous avez raison sur le fond, mais pas sur la forme. Avec les neurones que vous avez, qui sont les mêmes que les vôtres, on peut faire mieux qu'éleveur de moutons dans l'Arzac. D'abord, on bouffe trop de moutons, il faut arrêter d'élever des moutons pour commencer, il faut élever autre chose, cultiver autre chose. Parce que, je leur disais, mes jeunes que je forme en jeunes paysans à 17 ans, au CFA agricole de la Réole, près de Agen, ils sont meilleurs que vous pour élever des moutons, hein. Ils n'ont pas fait 7 ans d'études. Donc ça veut dire que les neurones que vous avez, utilisez-les pour changer les choses. Ne vous laissez pas faire et partez sur autre chose. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gaspillages monstrueux. Par exemple, faire l'X pour devenir trader, pour moi, c'est absolument... Je pèse mes mots, hein, c'est pas normal. Hein. On n'est pas là pour ça, la spéculation absolue qu'on a vécue partout. Et je vais revenir à mon pétrole de novembre 2018, rébellion des Gilets jaunes. Le baril était à $60 à ce moment-là.
Vous savez à combien est tombé le baril de pétrole le 20 mars 2020 quand le président Macron annonce le confinement? Donnez-moi un chiffre. Négatif. On vous donnait des dollars pour stocker du pétrole. Alors c'est ça, c'est pas de la science. Il n'y a rien de scientifique là-dedans, ça s'appelle de la spéculation. La science ne peut rien résoudre là-dessus. C'est totalement différent. On sort de... Encore une fois, la science n'est pas une opinion, c'est la même chose. Et puis le baril, il va, il vient, en fonction des marchés. Et je termine aussi sur une opinion là, de moi-même, c'est qu'indexer sur des marchés des denrées qui sont pour l'humanité indispensables, comme le blé par exemple, ça aussi c'est criminel. Les émeutes de la faim, elles vont avoir lieu partout. Hein. Donc c'est là qu'il faut qu'on change nos systèmes. Et vous avez une énorme, je ne veux pas dire responsabilité, mais un énorme levier d'action là-dessus, dans ce que vous êtes et ce que vous faites. Faites des entreprises. Soyez effectivement rentables, avec un respect du personnel. Moi, on parle d'entreprises vertueuses, il y en a quand même qui sont assez chouettes. Hein. Allez voir une, je vais la citer parce que c'est la plus vertueuse de France. Allez sur Internet, ça s'appelle Pocheco. Ils font des enveloppes près de Lille. Mais tout a été calculé. Il n'y a pas une goutte d'eau extérieure, tout vient de notre pluie, filtré par une bambouseraie au sein de l'entreprise. Tout le monde bouffe que la permaculture de l'entreprise. Il n'y a pas un gramme de plastique. Tout leur papier, c'est que du papier ultra cher, mais super bien exploité de Finlande. Donc ça veut dire qu'on peut. Il faut des neurones pour faire ça. Hein. Donc, écoutez, alors, maintenant, ils essaient un petit peu partout, dans d'autres disciplines. Il y a des entreprises maintenant à Montpellier ou à Lyon. En fait, ce dont j'ai besoin sont des humains de bonne volonté, hein, femmes et hommes. C'est pour ça que c'est comme ça qu'on va pouvoir changer. Et sans les neurones de la jeunesse, ça ne marchera pas. Les neurones, puis les capacités de travail intellectuel, d'envie de faire. Hein. Ça, je crois qu'avec un profond respect, hein, les filles et les garçons vis-à-vis des filles, hein, ça c'est absolument fondamental. Ça, il faut changer les mentalités là-dessus. Je ne sais pas comment s'enlever les garçons. Hein. Mais il y a vraiment là quelque chose de fondamental à creuser. En médecine, en ce moment, j'ai 3/4 de jeunes filles. Je compare à vous ici, là. École vétérinaire Lyon, 90% de filles. École de la magistrature, 3/4 de filles. Par contre, AgroParisTech, c'est à peu près comme chez vous. Et puis à l'X, j'ai 18% de filles. Donc il y a quand même des questions qui sont posées intéressantes. Est-ce que c'est l'effet de hasard? Sûrement pas. C'est de l'histoire, c'est aussi des mentalités. Allons en seconde dire aux jeunes filles qu'elles sont largement aussi bonnes en maths que les garçons. Ce qui est la réalité. Alors allons-y. Je m'offre une toute dernière question. Comment on fait face à l'éco-anxiété? Je te dis, en fait, je la déclame sans la dire. Ça veut dire que quand je raconte ce qui se passe, oui, n'empêche qu'elle est paralysante. Donc aujourd'hui, moi je vois, j'ai plein d'amis qui sont psychiatres, ils me disent, et puis le confinement n'a pas arrangé les choses. Hein. Au centre de santé mentale de Bordeaux, il y en a à Limoges aussi, on traite beaucoup de jeunes. Hein. Les taux de suicide ont été très élevés dans la jeunesse depuis quelques années. Là. Donc ça, c'est vraiment notre boulot à nous. Attendez, que des vieux disparaissent passé 90, c'est tout à fait normal, c'est l'ordre des choses. Hein. Ils ont déjà gagné 10 ans d'espérance de vie par rapport à la moyenne, donc c'est pas mal. Mais par contre, effectivement, pas jeunes. Et encore une fois, on va revenir encore au rôle des femmes. Si on veut préserver une population vivante, il faut garder les femmes entre 25 et 50. Hein. C'est ça qui est important. Il y a toujours un mec qui traîne pour s'en occuper. Vous savez très bien comment ça se passe. Hein. Si le sperme marche, alors qu'il marche de moins en moins bien maintenant avec le glyphosate, ça c'est encore autre chose. Donc ça veut dire que tout est là. Hein. Donc comment est-ce que l'hyperanxiété? Non. J'ai parlé tout à l'heure d'intranquillité. L'intranquillité amène de la vigilance. Il faut que vous soyez plus vigilants qu'on l'était nous à l'époque. Hein. Vous ne pouvez pas faire comme on a fait à l'époque. Mais ce n'est pas une raison pour dire, effectivement, bah, écoutez, moi j'ai vécu comme ça, je vais continuer. Hein. Manger moins de viande, oui. Hein. On s'est fixé avec Thierry Marx. Hein. C'est un type que j'adore. Hein. Il sort vraiment de quartiers difficiles, meilleur cuisinier du monde 2 fois. Et bien avec lui, on a fixé la limite à 17% de protéines animales dans la diète. Voilà. Et c'est ce qu'on fera aux Jeux Olympiques en 2024 à Paris, là. Et ça, rien que ça peut faire beaucoup améliorer les choses, en fait. Hein. Comment on garde l'eau dans les sols. Ramener de la vie dans les sols, pour moi, c'est vraiment la première chose à faire tout de suite aujourd'hui. Et au niveau de l'océan, bah, arrêter les surexploitations, arrêter la destruction massive du littoral océanique aussi, bien sûr. Vos questions? On en a une à droite. Vous avez proposé pas mal de modes de consommation finalement ou d'habitudes du quotidien qu'on pourrait prendre pour
améliorer la situation environnementale, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un lien avec éventuellement le modèle économique qu'on peut avoir aujourd'hui? Bien sûr. Et l'internationalisation des échanges et le fait que... Oui, bien sûr. Bien sûr, on en voit le danger aujourd'hui. Vous vous rappelez, le 20 mars 2020, le président dit un énorme mensonge, le masque ne sert à rien. On avait des masques, on les avait détruits. Et j'ai refouillé ça, évidemment. Hein. L'élastique ne marchait pas. On avait des millions de masques en France, 2 ou 3 ans avant. Hein. On avait jeté. Donc, gros mensonge. Le masque, en fait, aide surtout celui qui le porte à ne pas disséminer ces virus à l'extérieur. C'est surtout ça. Donc, et puis surtout, le gel hydroalcoolique, on savait les faire en France. Il n'y avait pas de flacons en plastique pour les mettre. Ils venaient de Chine. Donc cette mondialisation que vous évoquez, c'est une vraie catastrophe de perte d'indépendance. Les médicaments, je prends le cas du paracétamol, hein, que vous connaissez, l'antidouleur, le Doliprane. On l'a inventé, il est fait entièrement en Chine, quoi. Donc c'est là et puis en plus, on voit les excès du système. Hein. J'ai pas parlé tout à l'heure, et c'est un truc qui me préoccupe beaucoup, c'est l'antibiorésistance. On travaille beaucoup là-dessus en ce moment. On fait un forage profond dans les Landes à 300 mètres, qu'une nappe fossile. Hein. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Du Doliprane et des anxiolytiques. Donc vous voyez, la question c'est comment est-ce qu'on se rend, nous, indépendants et en fait, on en parlait tout à l'heure avec Marie-Pierre, notre ennemi, c'est ni la bagnole, ni l'avion, ni la vache, ni le cochon, c'est la démesure, en fait. Vous savez combien d'avions volaient? La dernière fois où les avions étaient tous en l'air, c'était le 20 janvier 2020, avant le confinement. 100 000 numéros de vol déposés, avec des billets à 4 €. Se fout du monde. Ça, alors quand on me dit à la DGAC, ou bien chez Airbus, ou bien chez Air France, on reviendra encore au nombre de vols qu'on avait avant? Jamais, avec ces avions-là, jamais, surtout pas. Donc ça veut dire qu'il faut que l'économie actuelle, et ça c'est votre boulot, mieux que le mien, vous êtes plus compétent que moi pour faire ça, génère des systèmes je prends le cas de la Corse, je pars en Corse samedi, là. Il faut rencontrer toutes les collectivités corses. Ils ont été explosés par le tourisme, il y en a beaucoup trop. Comment on fait collectivement pour... c'est plus facile encore à gérer qu'en Nouvelle-Aquitaine, hein, parce que c'est les bateaux et les avions qui les amènent. Je travaille beaucoup avec le gouvernement de l'île Maurice, mais c'est plus gérable. Hein, c'est-à-dire que les avions qui arrivent, on fait des hôtels, et puis un jour, il y aura l'hôtel de trop. On n'ira plus à l'île Maurice, on n'ira plus en Corse. Ça sera plus moche que chez nous. Donc c'est là qu'on a besoin effectivement de réflexion économique et financière, hein, ce n'est pas toujours les mêmes circuits, pour qu'on puisse générer des modes de vie différents. Je sais que c'est pas simple, si c'était simple, on aurait pu trouver des choses. Mais vous, je pense... Il y a des économistes, hein, je sais pas, moi je cite par Gaël Giraud, que j'aime beaucoup, qui était le chef économiste de l'AFD, l'Agence française pour le développement. On travaillait beaucoup ensemble. Hein. Il a une équipe avec lui. Il y a le CIRIAC, qui est une série d'économistes qui sont à Vincennes. Ils ont de super travaux en économie. Hein. Comment on réconcilie économie et écologie? Et là, c'est vous qui pouvez faire ça. Hein. Oui. J'avais une autre question. Que pensez-vous des risques pour la démocratie aujourd'hui au climat? Je vais dire une chose. Quand je vois une démocratie capable d'élire un Trump, je suis inquiet. Et nous, on a failli passer à côté aussi. Hein. On pouvait élire des gens. Alors d'abord, premier gros problème que l'on a en France, c'est que les gens ne votent pas. Hein. Moi, j'ai été élu Nouvelle-Aquitaine, hein, conseiller régional. On a eu 26% de votants. Qu'est-ce que vaut notre élection? C'est une vraie question. Tous nos jeunes, hein, je ne sais pas si vous votez, hein, mais même à Sciences Po, j'en pose la question, ils ne votent pas. Donc ça veut dire que là, c'est une très bonne question que vous posez, parce que cette démocratie est en danger, parce que les démocrates s'en emparent pas comme il faudrait, parce qu'on n'arrive pas à les séduire. Tout à l'heure, on a parlé d'émerveillement, justement. Mathieu en a parlé un petit peu aussi. Il faut qu'on donne de l'émerveillement sur ça. Alors évidemment, il y a des choses inquiétantes, mais c'est tellement incroyablement fabuleux et beau ce qui se passe encore aujourd'hui, qui existe, qu'il faut qu'on fasse tout, personne de bonne volonté, pour le garder avec nous. Donc c'est là que c'est extrêmement important de voir. Alors la démocratie, parce que finalement, si je vais au bout de mon raisonnement, des fois, moi je râle, il faut faire comme ça et comme ça. Je me dis, zut, attends, je tombe aussi dans le système chinois si je vais jusqu'au bout, tu vois. C'est une vraie question intéressante, hein. Parce que les Chinois, en fait, ils font des choses... J'ai travaillé beaucoup en Chine aussi, hein. On n'a pas la liberté d'expression, mais quand ils décident de faire quelque chose, Pékin était horriblement contaminé, hein. On ne pouvait pas vivre. C'est fini. Shanghai, on a arrêté la pollution. Nous, on est incapables de faire ça, bien évidemment. Ah, est-ce qu'il faut le faire? C'est une vraie question. Nous, on l'a vu sur les toits de Jussieu à Paris, là, hein, quand il y a eu le confinement. On a des mesures par air parif, hein, de la qualité de l'air. C'est spectaculaire. On a vu toutes les microparticules, le CO2 qui se sont effondrés, mais ça a duré 2 mois. Hein, quand le confinement s'est arrêté, ça a repris. Donc, est-ce qu'il y a un système démocratique?
En tout cas, il faut un système fort. Donc, tu vois, c'est compliqué, parce que moi qui suis un profond démocrate et républicain, mais c'est vrai, c'est une vraie question qui est posée. Et là, je vais être très clair avec vous, hein, je pense que c'est la réalité. Si on ne s'occupe pas de vous, vous allez vous radicaliser. Hein. Et ça, pour moi, c'est un danger très important, une jeunesse radicalisée. Parce que du coup, on risque de perdre ces principes. Mais c'est vrai qu'on travaille avec des gens qui ne les ont pas du tout, donc c'est compliqué. Hein. Et ça, cette internationalisation des marchés qui a tout fichu par terre. Hein. Tu sais, au moment de la crise du Covid, Taïwan a mis une journée à arrêter les avions chinois. On a mis 100 jours. Et le virus est arrivé partout. Vous avez parlé tout à l'heure de l'objectif de réconcilier économie et écologie à moyen et long terme. Mais en attendant, étant donné qu'on fait face à une certaine inertie, et qu'on fait face également à l'urgence climatique, est-ce que vous pensez qu'on devrait sacrifier la justice sociale pour plus de justice climatique? Vous vous rendez compte comme c'est horrible de répondre à une question comme ça? Je vais vous dire, tout à l'heure on m'a dit que j'étais un naïf. C'est des fois un faux naïf, mais je suis quand même en biologiste. Il faut regarder les deux. Tout à l'heure, j'ai bien dit que si jamais on prend des mesures environnementales sans mesurer l'impact social, ça ne marche pas. On l'a vu avec les gilets jaunes, bien sûr. Hein. Et puis, donc ça veut dire que... Mais Nicolas Hulot l'avait dit. Bon, il a fait beaucoup de choses, il avait des défauts, mais il avait dit, avant de partir, ne prenez pas de mesures sur le prix des carburants avant d'en mesurer l'impact social. Et là, aujourd'hui, on est en plein dedans en Nouvelle-Aquitaine. Hier, on avait un débat, c'était la reprise du conseil régional. On parlait des TER, par exemple. Hein. Comment on refait des transports dignes de ce nom? Est-ce que les gens qui prennent leur voiture, s'ils ont un train qui vient de Langon, qui vient d'Angoulême, qui vient de Saintes ou de Limoges régulier, arrivant à l'heure, donc c'est super important, mais on se rend compte qu'effectivement, il faut un gros apport financier de la région. Hein. Sur un billet de train, aujourd'hui, dans la région, pour les trains régionaux, la région met les 3/4 du prix réel de revient du billet. Donc, le social, il ne faut pas le sacrifier. Je pense que c'est tellement... Par contre, il faut beaucoup plus d'éducation. Je pense qu'à tous les niveaux, c'est à l'école, chez les tout-petits, on leur enseigne qu'il faut manger différemment. Par exemple, les gamins, aujourd'hui, ils veulent sur la table, tous les jours de l'année, une papaye, une mangue, une pomme, une banane. Ben non. Petit garçon, j'étais tellement heureux quand je mangeais une orange à Noël. Il faut réapprendre des choses. Et je vais raconter une histoire qui m'a beaucoup touché, pour montrer que c'est pas aussi rose que ça, et aussi simple. J'ai un ami qui a beaucoup d'argent, il a une goélette, un beau bateau, et il me dit, voilà, je veux emmener des jeunes méritants, très pauvres, d'Aubervilliers, puisqu'on est pour les Jeux Olympiques. Et ben je dis, écoute, tu en fais choisir 50 par les services sociaux d'Aubervilliers, et on les emmène en Bretagne. Ils n'avaient jamais vu la mer, jamais vu l'océan. Merveilleux, on est en août 2020, un temps de curé, comme on dit en Bretagne, la mer est plate, les dauphins sautent partout, près de l'île de Groix. Hein. Superbe, c'est beau. Moi, j'en pleurais tellement c'était beau, j'en ai vu des beaux spectacles. Et à un moment, j'en dis, écoutez, vous savez, les enfants, ce soir, on ne rentre pas à Lorient, on reste en mer dormir. Et j'ai eu une mutinerie. Il n'y avait pas de réseau. Donc vous voyez, c'est pas aussi simple que ça. Hein. On dit, les jeunes ont les solutions. Oui, mais n'empêche que je suis désolé. Je t'appellerai ta copine après-demain, elle ne va pas se barrer ce soir. Quoi. Il n'y avait pas de réseau, effectivement, là où on était. Mais est-ce que ce n'est pas nous qui leur avons mis dans le crâne qu'on ne peut pas vivre sans réseau? Et ça, c'est des choses très, très intéressantes à discuter. Pour revenir à la question sur la géo-ingénierie aussi, c'est comment l'IA est utilisée par rapport à tout ça. Hein. Aujourd'hui, le numérique joue un rôle essentiel, mais le numérique nous bouffe la moitié de l'électricité produite. Hein. Il y a eu ce livre magnifique de Guillaume Pitron récemment sur l'enfer du numérique, où il montre ce que ça coûte en énergie aussi. Donc on s'auto-crée des problèmes au fur et à mesure où on développe les technologies. Puis pour venir sur le numérique, demain, on ira chercher où? Le palladium, le ruthénium, le titane? On n'aura plus. Les Chinois stockent les terres rares. Taïwan fait des semi-conducteurs. Si ça pète là-bas, on sera mal. Hein, parce que c'est aussi le contrôle des missiles, par exemple. Hein. Vous voyez que tout est lié, c'est comme en écologie. Et là, il faut absolument que vous participiez à ce genre de débat et de réflexion, évidemment. Hein. Et aussi au niveau entrepreneurial. L'entreprise a un grand rôle à jouer pour moi. On va clôturer. Bon, il y a une dernière question. Bonjour, moi ma question s'adresse plus à Adam. Il y a un panneau avec écrit Agir pour l'écologie à HEC, oui, juste à côté. Et toi, Adam, qui étais ancien étudiant d'HEC, concrètement, comment est-ce que nous, on peut agir pour l'écologie à HEC durant ces années?
Je te remercie pour ta question parce que j'allais dire ça, mais j'avais pas trop de moyens de faire la transition au lieu de juste raconter ma vie, donc merci pour ta question. Non, globalement, je fais une petite parenthèse pour répondre, mais tout ce qu'on dit, forcément, ça nourrit une certaine anxiété. Moi, je l'ai vécu, au moment où je l'ai vécu, bah, j'étais pas à 400 dans un amphi, en gros, j'étais plutôt tout seul sur YouTube à écouter Jean Covici, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que pour ceux qui connaîtront de l'éco-anxiété, j'avais posé cette question à Jean Covici ici d'ailleurs, et il avait une bonne réponse qui était de dire faut pas rester seul. Donc le mieux c'est d'en parler. Mais en vrai, il y a deux remèdes. Il y en a un, c'est de détourner les yeux et d'être dans le déni. Ça marche pas longtemps, surtout avec les étés qu'on a. Et il y en a un autre, c'est d'être dans l'action. Et vraiment d'être dans l'action, moi ça m'a permis de rencontrer énormément de gens. Ça m'a permis intellectuellement d'être plus stimulé que ce que j'étais en prépa, ce que je pensais, ce que j'avais pas connu jusqu'ici. Et je vois tous les gens autour de moi qui sont à fond dedans, qui n'ont aucun problème à travailler le dimanche parce que ça devient plus un travail, ça devient vraiment une passion. Après, il y a quand même des limites à mettre pour se protéger. Et donc, tout ça pour dire que en fait, quand tu es dans l'action aussi, tu te crées de l'espoir parce que tu vois ce qui est possible de faire. Et tu crées aussi de l'espoir pour les autres. C'est-à-dire que les gens autour de toi qui clairement n'avaient rien à foutre, bah, assez vite, ils se mettent à changer de comportement sans faire de bruit. Et puis tu les remarques, et petit à petit, ils sont assez nombreux. Et ils viennent vers toi pour te poser des questions en disant dis-moi, je me mets à me poser telle ou telle question, il a fait trop chaud l'autre jour, je me suis mis à flipper, qu'est-ce que je dois faire? Donc bref, tout ça pour dire à HEC, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Il y a deux vecteurs d'action. Il y en a un, c'est Esper, qui est globalement plus lié à l'école et au campus, qui est génial. Moi, il n'y avait pas d'Esper quand j'étais à HEC. Il y avait un Esper, mais en gros, c'était 3-4 et je ne savais pas ce que c'était. Et j'étais même pas soucieux de ces enjeux-là à l'époque. Et il y a un deuxième vecteur, donc, qui est celui duquel je suis coprésident, qui s'appelle HEC Transition, qui est du coup au sein d'HEC Alumni. Sachez que maintenant, les étudiants sont directement alumni, vous n'avez pas besoin d'avoir passé votre diplôme. Donc, il y a aussi une action en parallèle qui se fait, on agit conjointement auprès de l'école, on n'a pas exactement la même posture, c'est toujours en bonne entente vu qu'on a les mêmes objectifs. Et là encore, bah, ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure. D'abord, il y a des projets géniaux. Enfin, François évoquait tout à l'heure le livre blanc, j'ai que 25 ans. On a pu, grâce au livre blanc, interviewer plus de 50 personnes, notamment l'actuel président du Muséum d'Histoire Naturelle, et des CEO, des CFO, etc. C'est-à-dire des gens, des exécutifs des entreprises qui sont au bord des entreprises, qui décident, des investisseurs également, qui sont les plus gros actionnaires des entreprises. Et donc c'est aussi ce que vous permet d'avoir HEC. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont éco-anxieux aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont notre âge et qui sont éco-anxieux, mais finalement ils n'ont pas vraiment le pouvoir d'agir que nous on peut avoir en ayant eu ce diplôme. Donc clairement il y a une responsabilité qui vient avec ça. Après, si vous voulez rien faire et si tu vois qu'autour de toi les gens veulent rien faire, franchement trace ta route, parce que les gens après ils te rappellent et ils te disent j'ai vu que tu t'as fait dans l'écologie, ça m'intéresse. Et ce que je disais tout à l'heure d'un marché de l'emploi bouché, bah, c'est parce que globalement il y a beaucoup de gens qui s'y sont pas intéressés, et donc il y a peu de gens aujourd'hui qui ont une seniorité et des compétences là-dessus, et c'est ce que recherchent les entreprises. Donc voilà pour ma réponse. Et je vais juste finir là-dessus pour donner de l'espoir et de l'émerveillement. Comment le vivant s'en est sorti? 4000 millions d'années. Il a tout vécu, les pires avatars. Bien plus grave qu'aujourd'hui, un climat épouvantable, des volcans. Nos volcans, c'est des nains aujourd'hui. Il n'y aurait pas de vie possible humaine avec les volcans, sur des trappes du Décan en Inde, il y a 60 millions d'années, ou en Sibérie, il y a 250. Donc, comment il a fait ce vivant? Eh bien, il innove en permanence. Il y a un mot qui serait intéressant pour vous, c'est le mot progrès, qui a quasi disparu. C'est Frédéric Worms, qui est le président de l'École normale supérieure, qui est philosophe. Il dit ce mot a disparu, il est trop entaché des progrès sales. Le pétrole, le charbon, la chimie de synthèse. On parle du mot anglais innovation, l'innovation. Eh ben, le vivant innove depuis toujours, depuis la nuit des temps, y compris pour les gilets jaunes. Hein. Ce n'est pas que l'innovation pour les riches, ça c'est important d'y revenir. Le vivant fait tout avec une incroyable économie d'énergie. Ma libellule, elle vole à 100 km/h avec 2 watts. Qui sait faire ça?
Un pilote d'hélicoptère, il est écœuré par les performances de ma libellule. Et on met des parkings sur les mares, on met des pesticides dedans. Elle est magique et géniale, vous la regardez. Ce qu'elle sait, 9 techniques de vol. Les sondes Pitron du vol d'Air France qui s'est craché, ça ne serait pas passé avec une libellule. Hein. Alors comment est-ce qu'ils font? Dans quelles conditions? Le vivant, en plus, ne produit jamais une substance qui va l'empoisonner. Il fait de puissants poisons, qu'on arrête de me dire le vivant n'est pas dangereux. Tiens, le venin de crotal ou de mamba, le poison de la manite phalloïde, hein, les alcaloïdes de certaines plantes, c'est mortel. Mais il sait les dégrader, le vivant. Ces produits horribles, là, il va les dégrader. Jamais il va empoisonner tout le système. Nous, on a fait 50 000 molécules de synthèse que ni l'humain ni le vivant ne savent dégrader et qu'on habite dans les sols en particulier. Et surtout, le vivant a toujours un acheteur pour ses déchets. Il n'y a pas de déchets. On fait un déchet, il y a un truc qui va le bouffer. Gratos, tranquillement, et tout se recycle en permanence, depuis toujours. Nous, on croule sous nos déchets. Le vivant fait tout, finalement, avec les choses les plus simples, hein, du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, de l'oxygène, et des fifrelins, une chose très rare, mais des fifrelins, très très peu. Nous, on gaspille, on parle du palladium tout à l'heure, du titane ou du ruthénium. Donc ma conclusion, c'est pour vous, là. Hein. Quelle économie il faut qu'on fasse? C'est simple à dire. Hein. Stopper cette économie que j'appelle actuelle stupide et suicidaire, qui consiste à permettre le profit en détruisant le vivant ou en le surexploitant. On peut faire différemment, et là, ça marchera. Facile à dire, plus difficile à faire, vous allez me dire. Hein.